Salut tout le monde, bienvenue pour ce cours 11, donc Première Guerre mondiale, enfin déjà, devrais-je dire, ça file. Quelques petits mots au début comme d'habitude, je vous rappelle que la semaine prochaine, donc vous devez me remettre votre travail de session version finale, vraiment la dernière remise. Je vous ai mis dans le forum, je vous ai mis dans le forum les informations pour vraiment tout ce qui est à remettre, dans quel ordre et tout ça. Vous pouvez trouver l'information, donc tout ce qui est présentation, qu'est-ce qu'on retrouve dans le travail. Vous l'avez également avec la grille de correction que je vous ai remis lors de la correction de votre plan, des fiches et de la médiagraphie. Donc ça vous guide pas mal pour ça. Et tout ce qui est mis en page, tout ça, vous le retrouvez donc dans le plan de cours si vous avez des questions. Je reste évidemment, comme d'habitude, disponible par courriel. Donc, je commence tout de suite avec le cours 11 sans plus tarder parce que il y a beaucoup de choses à dire. Première Guerre mondiale, ça commence, en tout cas personnellement, à être pas mal intéressant. Ça brasse pas mal. C'est des périodes qui sont vraiment marquantes dans l'histoire de l'humanité, ces guerres mondiales-là. Et on va finir le cours avec Révolution bolchevique. Donc, ce qui est important pour moi aussi, c'est de commencer en vous disant que la Première Guerre mondiale, elle ne sort pas de nulle part. Évidemment, il y a des causes, il y a des origines à ça. Donc, avant de rentrer directement dans la Première Guerre mondiale, on va s'y intéresser à ces origines-là. Les différents pays d'Europe, on l'a vu avec les cours précédents, donc étaient dans une optique de conquête, de colonialisme. On l'a vu avec le cours sur la création des colonies européennes. C'était une première vague de colonies. On a une deuxième vague de colonies pendant le 19e siècle, donc milieu des années 1800, qui cette fois-là se concentre plus en Afrique. Pourquoi? Parce que les Européens vont tout simplement découvrir qu'il y a énormément de ressources, de richesses naturelles en Afrique. Et donc, comme illustré, vous le voyez bien sur la caricature, c'est toujours très efficace des caricatures, les pays européens donc vont décider de se partager ce continent-là qui n'avait pas été beaucoup exploré jusque-là. La concurrence, évidemment, se fait beaucoup avec l'Allemagne. Le personnage qui est debout avec le couteau représente le dirigeant de l'Allemagne. Pourquoi? Eh bien parce que l'Allemagne, c'est vraiment un des pays forts en Europe à l'époque. Ça reste avec l'Angleterre et la France un des piliers de l'économie européenne, encore actuellement d'ailleurs dans la zone euro, même si l'Angleterre est sortie de la zone euro, mais c'est des piliers pas mal, la France et l'Allemagne de ce côté-là, pour le continent. Donc l'Allemagne qui a vraiment une phase d'expansionnisme, elle a des visées impérialistes comme les autres pays, comme l'Angleterre, on l'a vu avec son empire, comme la France avec la Nouvelle-France qu'elle a perdue, mais aussi toutes ses colonies en Asie. Donc l'Allemagne a la même mentalité, les mêmes visions économiques et politiques. Le problème pour l'Allemagne, c'est qu'elle est vraiment prise au niveau du territoire. C'est-à-dire que la France et l'Angleterre ont accès à l'Atlantique pour s'en aller en bateau, faire des explorations et ensuite faire du commerce avec ses colonies. L'Allemagne, elle, au niveau géographique, est beaucoup plus restreinte, c'est-à-dire que tout le territoire autour est déjà occupé par d'autres nationalités, d'autres pays, et son accès à la mer est restreint, donc elle a juste accès à la mer par le nord, et il faut qu'elle traverse des lignes et françaises et anglaises pour se rendre ensuite dans les eaux internationales. Donc, l'Allemagne va faire plusieurs pressions, aussi, entre autres, à cause de son industrialisation qui est très rapide à l'Allemagne, quand ils vont voir que l'Angleterre fait des sommes astronomiques grâce à l'industrialisation, fait des profits, c'est ça le terme que je cherchais, fait des profits pharaoniques grâce à l'industrialisation. L'Allemagne va vraiment se lancer dans l'industrialisation de façon très rapide, à cadence accélérée, ce qui va aussi emmener d'ailleurs donc un problème au niveau des marchés. Je vous le rappelle, les colonies à la base servent de nouveaux marchés pour les métropoles avant que le libre-échange et que le commerce soit ouvert entre les frontières. Et de toute façon, même avec le libre-échange, les colonies doivent continuer à acheter de la métropole. Donc c'est vraiment un facteur clé pour l'Allemagne d'avoir des colonies en grand nombre. Donc, il va y avoir toutes ces tensions-là qui vont quand même nous mener à une tentative de conciliation, une tentative pacifique. La conférence de Berlin en 1885, c'est vraiment une tentative. En fait, les Allemands vont inviter des représentants de chaque pays, de chaque grande puissance.
On y voit d'ailleurs les États-Unis à cette table-là, bien qu'ils ne soient pas colonialistes officiellement, les États-Unis, ils sont quand même concernés beaucoup par l'économie de l'Europe. Ce sont les pays d'Europe avec qui il fait principalement des échanges économiques. Donc on voit plusieurs pays, soit en tant que participants vraiment pour se séparer l'Afrique, ou comme observateurs et on appellerait ça des influenceurs aujourd'hui sur Internet, des gens qui veulent donner leur opinion pour essayer de faire pencher la balance d'un bord ou de l'autre. Donc c'est un événement clé et un événement évidemment, oui, dramatique pour les populations d'Afrique parce que les Européens vont prendre une carte, ils vont tracer des lignes en disant cette partie ça appartient à la France, cette partie ça appartient à l'Angleterre, et c'est fait de façon totalement abstraite en Europe, c'est-à-dire qu'avec leurs lignes qui tracent sur une carte en n'ayant pas conscience de la réalité sur le terrain, ils vont séparer des peuples entiers, ils vont déménager des peuples qui sont rivaux, qui sont en guerre sur de mêmes territoires, donc ça va avoir des conséquences très graves en Afrique. Mais ça va aussi avoir des conséquences donc dans cette montée des rivalités européennes. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a des gens qui veulent les mêmes territoires, qui se chicanent les mêmes territoires pour en avoir le contrôle. Et aussi, je fais la parenthèse sur l'Afrique à ce moment-là, on va parler au cours suivant de Hitler et de l'extermination des Juifs. Si ça vous intéresse, le personnage Léopold de Belgique, qui va faire un massacre, un génocide dans ces colonies africaines vraiment absolument gigantesques, quasiment pire, si je ne me souviens pas exactement des chiffres, là, mais pire que la Deuxième Guerre mondiale avec les Juifs, les Allemands avec les Juifs, là, spécifiquement, pas tous les chiffres de la Deuxième Guerre mondiale, mais parce que en Afrique, les pays européens font absolument ce qu'ils veulent. Donc l'Allemagne va vraiment se battre pour ça. Ils vont se battre également pour des territoires qui sont en Europe, c'est-à-dire l'Alsace et la Moselle, qui sont les territoires entre la France et l'Allemagne, mais aussi, je vais vous les montrer sur une carte tout à l'heure, l'Alsace et la Moselle, mais aussi les guerres balkaniques. Donc, c'est des guerres, les Balkans, ce sont tous ces pays à l'Est. Donc, si on prend une carte, je vais vous mettre la carte, tiens, par-dessus ma grosse face. Si on prend la carte de l'Europe, on a donc à l'ouest complètement la France. Ensuite, on a du nord au sud l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Ensuite, on a l'Autriche-Hongrie, qui était un empire gigantesque à l'époque, qui n'était pas toute cette multitude de pays qu'on connaît aujourd'hui. Mais cette Autriche-Hongrie, donc, va donner, oui, les pays d'Autriche et d'Hongrie, mais va donner aussi tous les plus petits pays qu'on peut connaître aujourd'hui, donc la Serbie, l'Albanie, tous ces pays-là qui sont juste au nord de la Grèce. Je vous fais remarquer également sur ma carte que je vous avais mis dans le prédit, donc en bas, à côté de l'Empire ottoman, la petite ville de Gallipoli. Je l'ai soulignée là parce qu'elle va devenir importante tout à l'heure pour une bataille en particulier. Je voulais juste vous la situer dans l'espace pour pas que vous soyez trop perdus. Ça fait beaucoup de lieux, beaucoup de villes qu'on ne connaît pas forcément ici. Donc, je vous mets un petit peu plus de cartes aujourd'hui. J'en profite pour dire aussi, j'ai oublié de le dire dans l'introduction, je vous avais dit au premier cours, oui, ce qui est important, c'est on vous donne beaucoup d'informations, on vous instruit sur, oui, dans le cours d'histoire, l'histoire, en politique, la politique, la psycho et ainsi de suite, mais on vous éduque aussi à apprendre, à travers les cours. Donc vous allez le voir dans ce prédit-là d'ailleurs, il y a beaucoup moins de texte. C'est méchant de ma part d'une certaine façon, mais c'est pour vous apprendre, parce que dans 1 an et demi, 2 ans, vous serez rendu à l'université si on peut sortir de chez nous. Et vous allez voir, les profs, il n'y a aucun texte, c'est des images, c'est des extraits pour illustrer ce qu'ils disent. Mais il n'y a aucun texte à savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Les plus gentils le soulignent, ce que je vais faire aujourd'hui parce qu'on est en apprentissage. Mais il y a certains profs d'université qui font juste parler et c'est à vous de démêler l'important du pas important. Donc je trouvais ça important en fin de session comme ça, de continuer le processus pour apprendre. Donc l'important est très attentif au niveau auditif et évidemment je vais vous les souligner ou je vais réécrire en faisant le montage vidéo, je vais vous réécrire un petit peu plus d'informations peut-être pour nuancer. On ira vers plus du tout texte pour les 2 derniers cours qui restent après. Donc, la guerre des Balkans qui aussi a eu lieu quelques années avant la Première Guerre mondiale, mais qui va laisser quelques grognes en suspens.
c'est-à-dire que les pays d'Europe ne sont pas tous satisfaits, l'Allemagne évidemment, n'est pas satisfait du résultat de ces guerres-là au niveau territorial et au niveau influence politique. Donc on a quand même déjà de ce côté-là des problèmes, et on a également un système d'alliance qui est déjà établi, c'est-à-dire que la Première Guerre mondiale va éclater. Pourquoi? Elle va devenir mondiale. Pourquoi? Eh bien, entre autres, à cause de ce système d'alliance. Le système d'alliance a eu lieu, en fait, à cause des guerres napoléoniennes. Hein. Je vous ai parlé de Napoléon avec la Révolution française. À la fin de la Révolution française, Napoléon a pris le contrôle. Il est allé se battre en Europe, essayer de créer un empire, tout ça. Il y a eu son neveu, hein, Napoléon II, et il y a eu Napoléon III par la suite. Toutes ces guerres-là qui nous ont d'ailleurs mené jusqu'à la guerre de 1870 contre les Prusses. Hein, rappelez-vous au dernier cours avec la Commune de Paris. Donc c'était la fin de ces épopées de Napoléon-là. Et ces tentatives d'empire, hein, ces tentatives de prise de territoire de la part des Napoléons vont emmener les pays européens à créer des alliances. Donc on a deux alliances principales. Si on regarde sur la carte, on a l'alliance que vous avez en rouge qui s'appelle la Triple Entente. Donc ça inclut le Royaume-Uni, l'Angleterre principalement, la France et la Russie, l'Empire de Russie, qu'on va voir s'effondrer aujourd'hui. Ces trois pays-là sont en alliance. En fait, ils l'ont fait à partir d'une... ils ont été un petit peu tricky là-dessus. Ils ont faké une réunion pour un prêt. En fait, les Russes ont envoyé des ambassadeurs en France pour officiellement demander de l'argent, demander un prêt à l'Empire français, au pays de la France. Et en fait, c'était juste un cover en bon québécois, parce qu'on a, dans cette réunion-là, on a la présence d'anglais aussi, et on va voir les premiers principes donc d'une alliance entre ces pays-là, c'est-à-dire qu'ils signent une entente qui dit si un de nous on se fait attaquer, les autres pays vont venir le défendre, vont l'aider à se défendre face à cette invasion-là, hein, en lien avec justement toutes ces frictions qu'on a pu, que je viens de vous mentionner avec l'Allemagne, qui sont déjà présentes. Donc, on a cette alliance-là qui commence autour de 1893, mais elle va se signer officiellement en 1907. Donc, la France, le Royaume-Uni et la Russie vont vraiment signer une entente réciproque. Il y a aussi une influence avec le Royaume perse. Les Perses, c'est un petit peu plus à droite que l'Empire ottoman que vous pouvez voir en bas à droite de la carte. L'Empire perse qui est encore quand même pas mal influent au Moyen-Orient. Donc, c'est officiel, ces trois pays-là, s'il y en a un des trois qui se fait attaquer, ils devront aller aider leurs collègues. Pour y faire face, on a donc en bleu sur la carte, hein, l'alliance de la Triplice. C'est trois à chaque fois, donc ça peut devenir mélangeant, mais on a la Triple Entente, qui sont les bons, les gentils, ça dépend toujours de quel côté on est, évidemment. Hein. Quand on est avec les Allemands, on pense que c'est les méchants. Ça, c'est vraiment une optique qui a une façon d'analyser. Mais donc la Triplice, avec évidemment donc l'Allemagne qui va en être l'investigateur, et avec donc la capitale de l'Autriche-Hongrie, Vienne, je vais vous présenter tout à l'heure le dirigeant, et aussi avec l'Italie. Et eux ont donc le soutien non officiel de l'Empire ottoman, de cet empire en vert que vous voyez en bas à droite. Pourquoi? Parce que l'Empire ottoman, hein, pas plus fou qu'un autre, il dit si la Russie perd contre l'Allemagne et que moi j'ai pris mon camp à côté de l'Allemagne, je vais tout simplement pouvoir aller gruger un petit peu des territoires sur l'Empire russe à la victoire et ainsi prendre possession du commerce dans ce coin-là. Hein. Rappelez-vous l'importance, Constantinople, le commerce avec l'Asie et tout ça. Donc ce sont des régions du monde qui sont très intéressantes à contrôler au niveau économique, évidemment. Donc les deux camps se font face et on a vraiment donc un climat de tension à la fin du 19e siècle, à la fin des années 1800 et au tournant du 20e siècle. On a une course à l'armement. Donc là, je voulais vous trouver des images plus concrètes, j'en ai trouvé pour plus loin, mais ça vous montre quand même le début des armements. On est rendu, hein, vous le voyez, je vous avais montré les canons sur Montmartre la semaine passée. Là, on est rendu avec des canons vraiment des nouvelles générations, beaucoup plus performantes, beaucoup plus de haute technologie pour l'époque, beaucoup plus destructeurs par la même occasion et beaucoup plus meurtriers. C'est pour ça que la guerre va avoir l'ampleur qu'elle a à ce moment-là versus les autres guerres avant dans l'histoire. Donc, une course à l'armement qui vient, entre autres, qui est faisable grâce à l'industrialisation, grâce à ces nouvelles techniques de construction. On est capable de construire plus gros, plus fort, plus puissant et beaucoup
en beaucoup plus grand nombre également, ce qui n'est pas négligeable parce qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. Je vais vous donner quelques statistiques, des chiffres tout à l'heure pour vous donner des ordres de grandeur, juste en tant que repère, là, pas important de se souvenir des chiffres tout le temps, ça fait beaucoup sinon. Donc, en 1905, les Allemands vont se mettre à préparer déjà le conflit. Hein. L'état-major allemand est prêt pour une guerre contre la France avec le plan Schlieffen. Mon allemand n'est pas excellent comme vous le voyez. Le plan Schlieffen, donc, qui a comme but donc, de contourner les fortifications françaises parce que à la fin de la guerre de 1870, justement, les Français avaient sur ce qu'on appelle la ligne Maginot, hein, sur la frontière avec l'Allemagne, avaient construit une série de fortifications qui n'ont pas l'envergure qu'elles vont avoir pour la Deuxième Guerre mondiale, mais elles sont présentes quand même. Donc, il y a certaines fortifications dans le nord-est de la France face à l'arrivée possible des Allemands qui a été mis là en défense. Donc, les Allemands, eux, tout simplement, veulent le contourner par le nord pour pouvoir rentrer sur le territoire. Et là, il faut faire attention, je trouve ça important de donner les deux côtés de la médaille. Hein. On dit les Allemands ont initié la Première Guerre mondiale, ce qui est tout à fait vrai par la même occasion, mais en face de ça, on a quand même les Français également, qui étaient prêts à répliquer, hein, qui avaient eux-mêmes leur plan 17, un peu moins original comme titre, mais c'est ça que ça portait comme nom. Donc, le plan 17 qui, lui, était prévu aussi pour contrer une offensive par la Lorraine, hein, l'Alsace-Lorraine. Je vais vous les montrer tout à l'heure un petit peu plus loin en détail, ça va être un lieu important tout à l'heure. Donc, des deux côtés, on est prêt à la guerre. Hein. En fait, la situation en Europe est quand même assez chaude au niveau tensions et conflits politiques et militaires. On est prêt. On sait que les deux côtés, la France et l'Allemagne, et l'Angleterre d'ailleurs aussi, et la Russie, s'arment, sont en train de préparer la guerre, mais il n'y a pas encore d'éléments déclencheurs, de cause officielle pour cette guerre-là. Donc, il n'y a pas encore de guerre. Il va venir, hein, cet élément déclencheur-là, ce début de la guerre-là. Il va être causé comment? Il va être causé par l'assassinat donc de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche. Lui, c'est un personnage quand même assez important à retenir. C'est un clin d'œil subtil pour... comme ça, pour, mon Dieu, hein, je commence à faire longtemps que je suis tout seul, pour la Première Guerre mondiale, donc un nom à retenir, l'archiduc François Ferdinand d'Autriche, c'est quand même lui qui est à la tête de l'Empire de l'Autriche-Hongrie, qui va se faire assassiner par un étudiant serbe, Filippo Principe, qui va l'assassiner au nom de la nation serbe, en fait. Il est un indépendantiste, un peu comme avec ici, par exemple, la crise d'octobre en 70, hein, avec le FLN qui voulait la libération du Québec, du reste du Canada par la violence. C'est un peu le même principe, hein, c'est un peu le même principe. Le gars va tuer l'archiduc dans une tentative, en fait, de libérer son pays. Ce qui n'est pas très cohérent parce que c'est pas en tuant quelqu'un qu'on libère un pays, mais c'est sa façon d'être actif. Je vous l'ai montré, hein, le communisme et l'anarchisme sont quand même bien présents dans les sociétés industrielles à l'époque. Donc, il va attaquer François Ferdinand dans une de ses visites officielles, un peu comme JF Kennedy va mourir aux États-Unis plus tard. Ça va, malgré lui, déclencher la Première Guerre mondiale parce que à cause de ce système d'alliance qui est en place, justement, la Triplice et la Triple Entente, eh bien, à partir du moment où un des pays a un problème militaire, ben, les autres vont embarquer. Ce qui est un peu ironique, je fais la parenthèse parce que je la trouve intéressante, c'est que Filippo Principe, donc l'étudiant serbe, va être arrêté immédiatement après l'attentat qu'il va commettre. Il va être envoyé en prison et il va passer la Première Guerre mondiale au complet dans une cellule, oui, dans des conditions absolument atroces, mais il va passer la Première Guerre mondiale en prison. Il va être jugé plus tard. Je ne me souviens plus du dénouement exact, mais il va, de façon involontaire, il va envoyer des millions d'hommes à la mort à travers la Première Guerre mondiale, pendant que lui est enfermé dans une cellule et ne se battra pas. Donc c'est ironique, mais c'est ce qui s'est passé. Donc Filippo Principe, lui aussi, lui c'est plus pour vous donner le nom pour savoir de quoi il s'agit. Donc, les Autrichiens, évidemment, suite à ça, vont soupçonner les Serbes, hein, la Serbie. En fait, ils vont aller plus loin, ils vont soupçonner un gouvernement serbe, hein, c'est des gouvernements provinciaux dans le royaume d'Autriche-Hongrie, mais le gouvernement serbe du district serbe existe. Les Autrichiens, donc, vont
ils ont une certaine autonomie, ils vont les accuser d'avoir fomenté le coup, hein, d'avoir manipulé Principe pour faire ça. Et les Autrichiens vont dire donc à la Serbie, on vous lance un ultimatum en 10 points, un ultimatum qui inclut que des autorités autrichiennes, autriche-hongriennes, je ne sais pas comment ça se dit, viennent sur le territoire serbe faire enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour l'assassinat. Évidemment, hein, c'est de la politique, c'est du bluff, c'est juste une raison, je vais finir par le formuler, c'est juste une excuse pour pouvoir rentrer en Serbie, parce qu'ils savent très bien que les Serbes vont dire non, et si les Serbes disent non, eh bien là, ça donne l'excuse à une intervention militaire, et c'est effectivement comme ça que ça va se passer. Les Serbes vont refuser l'intervention, ils vont dire non, on s'en occupe de la fameuse enquête, on va vous faire parvenir un rapport, mais il est hors de question que des autorités militaires et policières autrichiennes viennent sur notre territoire pour faire une enquête. Donc, malheureusement, ça va finir avec la déclaration de guerre elle-même. C'est vraiment calculé, hein, parce que le 5 juillet, l'Allemagne va assurer les Autrichiens de son soutien en cas de guerre. D'ailleurs, le chancelier allemand Bertmann Hollweg, encore une fois, je m'excuse de mon allemand, va dire que l'Allemagne est prête à soutenir les Autrichiens dans un risque calculé. Qu'est-ce que ça veut dire, un risque calculé? Mais en fait, ce que le chancelier allemand dit, c'est que jamais, jusqu'à ce moment-là, les chances pour l'Allemagne de battre la Serbie, la France et la Russie, il fait abstraction étonnamment de l'Angleterre, hein, vu que c'est une île, c'est plus difficile à combattre et à conquérir, mais il dit on est vraiment dans un risque calculé, et le calcul nous dit que maintenant, dans l'histoire, on est vraiment dans un point où on a le plus de chances de pouvoir avoir une sortie victorieuse de la guerre. Là, les conditions font en sorte que l'Allemagne pourrait gagner la guerre et pourrait conquérir évidemment énormément de territoires. Donc les Allemands, hein, vont pousser les Autrichiens à agir évidemment dans le but de rentrer en guerre et d'avoir aussi des avantages après la guerre avec une victoire évidemment, si victoire il y a, ce qui n'a pas été le cas. Le 23 juillet, donc, l'Autriche-Hongrie lance un ultimatum avec ses 10 points. Et le 24 juillet, le tsar de Russie, va ordonner la mobilisation de ses troupes, une mobilisation partielle. Les régions d'Odessa, Kiev, ce sont deux villes qui sont en Ukraine, mais également Kazan et Moscou, ainsi que la flotte dans la mer Baltique. La mer Baltique, c'est la mer du Nord, hein, qui s'en va justement après, qui passe au-dessus de l'Allemagne, et aussi en mer Noire, la mer Noire qui descend ensuite vers la mer Méditerranée, donc vers Constantinople, la région entre l'Empire ottoman qu'on a vu tout à l'heure et la Russie. Donc on rentre littéralement, hein, dans une préparation de guerre concrète, physique, à partir de cet ultimatum-là. Là, ça commence à devenir compliqué, faites-vous-en pas, capotez pas. Non, vous n'avez pas besoin de vous souvenir de tout ça, évidemment, mais j'ai pas trouvé de moyen plus efficace de vous le présenter que de vous les mettre vraiment comme ça, les dates. Donc, les déclarations de guerre, ça se fait pas toutes en une journée, ça se fait pas toutes en même temps. Le 28 juillet, donc l'Autriche-Hongrie va déclarer la guerre à la Serbie. Le 1er août, quand même, hein, 3-4 jours après, l'Allemagne va déclarer la guerre à la Russie. Le 3 août, l'Allemagne à la France. Le 4 août, le Royaume-Uni à l'Allemagne. Donc déjà là, hein, on est rendu avec les différents membres de la Triple Entente et de la Triplice qui se sont un petit peu toutes déjà déclaré la guerre. Quand l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et à la France, elle sait pertinemment que l'Angleterre va également rentrer dans le conflit. Là, j'ai fait une petite erreur de frappe, je m'en excuse. Le 6 août, le 37 n'a pas rapport, je ne sais pas ce que ça fait là. J'ai dû accrocher des pitons. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie. Le 11 août, la France à l'Autriche-Hongrie. Bref, du 28 juillet jusqu'au 23 août, donc en un mois, hein, en gros, on est rendu avec un conflit mondial. C'est pas pour rien que je vous ai mis le 28 août, parce que le Japon, hein, qu'on sait qui est l'allié pendant la Deuxième Guerre mondiale de l'Allemagne, pendant la Première Guerre mondiale, le Japon n'est pas allié à l'Allemagne, elle est contre l'Allemagne. La différence, hein, c'est que le Japon est très très loin de l'Europe, il ne peut pas intervenir en guerre directement sur l'Europe. Pourquoi le Japon fait ça? Parce que le Japon a des intérêts territoriaux comme les autres pays européens, sauf que les Japonais vont donc aller prendre possession des colonies allemandes
en Asie. Quelques îles, hein, je vous les nomme juste par principe. Donc, les îles, laissez-moi juste les retrouver. Non, je ne les retrouve pas, donc on va laisser faire les îles. Ce n'est pas important de toute façon. Donc, on continue avec notre guerre qui vraiment s'active à ce moment-là. On a donc, je vous présente un petit peu les effectifs hein, pour savoir de quoi, c'est quoi les forces en présence. On a d'un côté la France qui va, dès son entrée en guerre, disposer de 800 000 soldats d'actifs. Des soldats d'actifs, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement des soldats qui sont prêts au combat, qui sont équipés, qui sont prêts à aller sur le terrain pour se battre. Ce qui est dommage pour la France, c'est que ces 800 000 soldats d'actifs-là, comme vous pouvez le voir sur l'image, ils sont encore équipés du même uniforme que la guerre de 1870. Guerre de 1870 que les Français avaient perdue face aux Prussiens. Je vous rappelle Otto von Bismarck qui avait signé la création de l'Allemagne à Versailles parce qu'ils avaient écrasé l'armée française, ensuite la Commune de Paris et tout ça. Mais donc les Français n'ont pas appris malheureusement de leur défaite de 1870. À l'entrée en guerre de 1914, ils ont le même équipement. Cet équipement-là, il était très pratique avant, au début de l'artillerie, parce que on contrôlait mal les canons, on contrôlait mal les mortiers, et donc nos Français étaient habillés en bleu et en rouge pour être capables de les spotter en bon québécois facilement sur le champ de bataille, pour éviter le friendly fire, comme on dirait pour les gamers, pour éviter de tuer ses propres soldats, bref, hein, parce que c'est pas ça le but de la guerre. Donc on les avait équipés d'un habit qui était facilement reconnaissable et qui était facilement visible pour les artilleurs qui utilisaient des longues vues, hein, qui étaient à loin. Ils utilisaient des jumelles, des longues vues pour être capables de repérer les mouvements des troupes. Donc, le problème, c'est que pour la guerre moderne de la Première Guerre mondiale, oui, c'est une Première Guerre moderne, cet équipement-là est complètement désuet. Ça fait juste en sorte que les soldats sont très visibles sur le champ et donc beaucoup plus facilement tirables par les Allemands et par les Autrichiens hongrois. Donc, ça va vraiment jouer en la défaveur des Français. C'est un petit peu le même principe que le casque à pointe. Hein, je vous en avais parlé la semaine passée du casque à pointe avec Otto von Bismarck chez les Allemands. Le casque à pointe pour l'armée allemande, c'est un moyen facile de les reconnaître, mais ça attire pas plus l'attention qu'il faut sur un champ de bataille pour les ennemis. Mais quand on regarde avec des jumelles ou avec des longues vues ou des zooms qui commencent à apparaître petit à petit, on est capable de facilement reconnaître un soldat allemand grâce à cette pique-là. C'est quand même quelque chose qui va disparaître à la Deuxième Guerre mondiale, justement parce que c'est trop facile de savoir qui est qui, et donc de tirer dans le tas quand on est face à un groupe d'ennemis. Donc les Français qui sont en grand nombre, mais qui ne sont pas forcément bien équipés pour les combats. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout à l'heure, ils vont changer d'uniforme au courant de la guerre pour s'habiller en bleu azur, le bleu qui va rester très longtemps leur couleur. On a également la Belgique, je ne vous ai pas mis d'image, mais quand même 140 000 hommes prêts à se battre contre les Allemands hein, sur la ligne de fortification près de Liège et de Namur et d'Anvers. Si vous avez une chance de voyager en Europe, ce sont des belles villes qui ont beaucoup d'histoire par la même occasion. Donc une ligne de défense, une première ligne de défense contre les Allemands qui malheureusement ne durera pas beaucoup face aux stratèges allemands. On a également les Anglais hein, dans cette triple entente-là avec les Français. Les Anglais qui vont rentrer en guerre, eux autres aussi, ils ont seulement 70 000 hommes. Ici, il faut faire attention. Je dis seulement 70 000 hommes, mais contrairement aux autres armées qui ont des nombres beaucoup plus impressionnants, les 70 000 hommes de l'armée anglaise à ce moment-là, ce sont des soldats de métier. Ce sont des soldats qui sont bien formés, ce sont des soldats qui sont efficaces, et ce sont des soldats qui suivent les ordres pour arriver à la fin de la mission comme il faut. Donc oui, ils sont moins nombreux en nombre, mais ils sont beaucoup plus efficaces sur le terrain. Là où ça va faire pencher énormément la balance avec l'Angleterre, c'est que vous le voyez sur le dessin. En haut, vous avez les colonies allemandes. Hein. Tout ce qui est en rouge, ce sont des colonies allemandes, sauf le pays en haut. En rouge, c'est l'Allemagne, pour ceux qui se repèrent moins sur une carte. Donc, on a quelques colonies allemandes. Vous le voyez aussi, hein, ce qui est encerclé dans le blanc à droite dans l'océan Pacifique. Ce sont ça, les colonies allemandes que les Japonais vont aller prendre possession, justement, les petites îles que je vous parlais tout à l'heure. Je n'ai pas retrouvé les noms, mais ce n'est pas important. Et en bas, la deuxième carte, ce sont, elles, les colonies anglaises.
Donc, vous le voyez immédiatement hein, sur la carte, les colonies anglaises sont excessivement plus nombreuses. On a des colonies, hein, l'Inde et ainsi de suite, mais on a aussi des dominiums. Là, je fais appel à vos connaissances que vous avez vues par le passé. Des dominiums comme le Canada et l'Australie. Hein. Ce sont donc des pays qui ont commencé à avoir une certaine indépendance au niveau politique, mais qui ne sont pas maîtres de leur propre pays. Ils sont encore sous l'influence de l'Angleterre. Il va falloir attendre les années 30 avant que ça arrive, l'indépendance totale. Donc, évidemment, l'Angleterre va mettre ces colonies et ces dominiums-là qui sont massifs hein, au niveau du nombre de personnes qui habitent dans ces territoires-là et les ressources matérielles qui viennent avec. Ils vont mettre cet empire-là à profit pour se battre pendant la Première Guerre mondiale. Et évidemment, ça va porter fruit. Le seul désavantage de ces colonies, c'est qu'elles sont très loin dans le monde. Elles sont partout et elles sont très loin dans le monde. Donc, ça va prendre beaucoup de temps pour être capable de rapatrier tous des gens de chacune de ces colonies-là et les ressources qui viennent avec. Mais quand même, assez indiscutable, on a une force énorme et je vous rappelle également qu'on a la Royal Navy qui est la flotte la plus puissante du monde par la même occasion. Notre dernier joueur de notre triple entente, la Russie, regardez ces chiffres faramineux-là, 1 300 000 soldats d'actifs. Regardez la carte de la Russie, c'est gigantesque. C'est un pays vraiment, là, c'est le plus grand pays du monde au niveau superficie. C'est absolument gigantesque. 4 millions de soldats réservistes. La différence entre des réservistes et des actifs, dans le fond, c'est les actifs sont prêts au combat. Ce sont des soldats qui sont entraînés. Les réservistes sont dans des garnisons en arrière. Ils ne sont pas prêts à aller directement au combat. Mais dès qu'on en a besoin, on peut les appeler et ils sont prêts. C'est pas des gens qu'il faut aller chercher chez eux, les amener dans une réserve, les équiper, les entraîner un peu idéalement pour pas qu'ils meurent tout de suite et qu'ils soient capables d'utiliser un fusil et ensuite les envoyer. Les réservistes sont déjà formés, sont déjà en formation dans des garnisons. Il reste juste à les envoyer là où on a besoin par la suite. Le problème, c'est que ces chiffres sont 5 300 000 hommes pour l'armée russe. C'est absolument fantastique. On pourrait se dire que ça va régler le problème en quelques semaines. Eh bien non, parce que ces soldats russes-là, ce sont majoritairement des paysans qui ne sont pas bien formés. Hein. On les forme un peu à manier un fusil, mais ils n'ont pas de discipline, ils n'ont pas une bonne façon d'agir sur le front et ils sont beaucoup démotivés aussi pour d'autres raisons. Hein. On va les voir tout à l'heure avec la révolution bolchevique. Ça va pas bien dans le pays, donc les paysans ne sont pas aussi motivés à aller se battre que les Allemands, par exemple, pour la fierté nationale, tout ça. Les Russes sont pas dans une position comme ça. Donc beaucoup de monde, mais au niveau pratique sur le terrain, ça va pas faire une si grosse différence que ça va pas aller bien très longtemps. Donc la Russie est en face, évidemment, quand même, hein, l'ennemi le plus important. Après la mobilisation, hein, donc après, oui, on déclare la guerre, on mobilise les gens, on est rendu au 18 août, 3 750 000 hommes quand même, divisés en 8 armées, avec la meilleure artillerie lourde du monde à ce moment-là. Je vous cite le Kaiser. Le Kaiser, c'est tout simplement le roi, hein, comme le tsar en Russie s'appelle un tsar, c'est le même principe, c'est juste le titre change, mais c'est un roi ou l'équivalent, un empereur, même si ce n'est pas des empires. C'est le chef de l'État à l'époque, tout simplement, en Allemagne. Je vous le cite. Mon noble allié, l'empereur et roi François-Joseph, fut forcé de recourir aux armes pour assurer la sécurité de son royaume, là on parle de l'Autriche-Hongrie, contre les menées dangereuses d'un État voisin. L'Empire russe s'est alors mis au travers de la monarchie alliée qui poursuivait la revendication de ses intérêts les plus fondés. Ce n'est pas seulement notre devoir de puissance alliée qui nous appelle aux côtés de l'Autriche-Hongrie. À nous échoit aussi la tâche gigantesque de défendre, en même temps que l'ancienne communauté de culture des deux États, notre position dans le monde contre l'assaut des forces hostiles. Acculés à notre défense légitime, nous tirons l'épée, la conscience pure et les mains pures. Donc, hein, je vous l'ai dit, c'est toujours une question de point de vue. De son côté, le Kaiser est sûr d'avoir raison. Hein. Il défend la liberté de sa propre nation et de son allié, l'Autriche-Hongrie. C'est un long partenariat, ces deux pays-là. Donc, ils sont considérés de faire ils sont convaincus, excusez-moi, de faire la bonne chose et ils sont convaincus que c'est pas une agression de leur part. Ils ne font que défendre leurs intérêts. Donc, ça, c'est la version officielle. Nous, aujourd'hui,
Évidemment, on considère que c'est l'Allemagne qui a attaqué en premier, ce qui est vrai par la même occasion. Les premières déclarations de guerre et les premiers assauts sont faits par l'Allemagne, mais selon eux, ils sont dans le droit de le faire. Juste pour vous rappeler qu'on se justifie toujours comme on veut. Les humains, on est très bons pour ça, que ce soit au niveau d'une nation ou au niveau personnel. Hein. On trouve toujours des raisons de justifier nos actions pour essayer de mieux dormir avec nous-mêmes le soir. Donc, on a, à côté du Kaiser, on a l'Autriche-Hongrie. Oh, je n'ai pas de diapo pour l'Autriche-Hongrie, mais quand même 3 forces. Je n'ai pas de chiffres, hein, mais on a la A-Staffel, la B-Staffel, puis la Minalgruppe Balkan pour se battre en Italie contre les Russes, contre la Serbie et le Monténégro, donc tous les petits pays des Balkans. Là, pour des raisons logistiques, j'ai décidé d'y aller un petit peu plus chronologiquement parce qu'il y a énormément de stock. Je vais y aller vraiment année par année pour que ce soit cohérent. Ça va être plus facile à suivre aussi dans l'ordre des choses. Donc, on commence avec 1914. Je vous avais dit que je vous représenterai l'Alsace et la Lorraine par la même occasion. C'est vraiment une zone tampon entre l'Allemagne et la France. Elle va plusieurs, d'ailleurs les deux, c'est des départements qu'on appelle aujourd'hui. Les deux départements vont passer d'une main à l'autre, de la France à l'Allemagne, plusieurs fois dans leur histoire. Là, pourquoi c'est un territoire qui est considéré comme allemand, c'est qu'à la fin de la guerre de 1870, donc celle que je vous ai montrée au dernier cours, que je vous ai parlé rapidement au dernier cours, eh bien l'Allemagne vu qu'elle est victorieuse, va récupérer l'Alsace et la Moselle. Pourquoi? Parce que ce sont des territoires qui ont des ressources minières très, très intéressantes pour les pays. Donc, ils vont se le réapproprier. Et vu que c'est la zone tampon, les armées n'ont pas le choix de passer sur ce territoire-là pour aller attaquer la France, les armées allemandes évidemment, ou vice-versa, les Français n'ont pas le choix de passer par là pour aller attaquer les Allemands. C'est d'ailleurs ce qui va arriver. Donc, cette armée allemande vont aller vers la rive gauche de la Meuse, donc vont aller vers l'ouest, vers la France, et marcher avec le but de marcher sur Paris. Et face à ça, on a seulement une armée qui s'en va au front de l'Est vers la Russie. Je vous ai dit, 5 millions avec les réservistes, 5 300 000. Et pourtant, les Allemands n'envoient juste une armée versus 7 contre les Français. C'est pour vous dire à quel point les Allemands, ils les sous-estiment pas. En fait, c'était assez réaliste, là. Mais ils n'ont pas peur de l'armée impériale russe parce qu'ils savent qu'ils font pas le poids face à l'armée allemande. L'armée allemande est beaucoup supérieure au niveau discipline, mais également au niveau artillerie, au niveau technologique, au niveau armement. Donc, seulement une contre les Russes. Les Français, eux, vont vraiment aller aux frontières franco-allemandes et franco-belges vers le nord et jusqu'à Belfort pour se préparer à cette attaque-là. C'est le général Joffre qui organise tout ça. D'ailleurs, les premières rencontres donc, vont se faire entre les forces du général Joffre et l'amirauté. L'amirauté, pas l'amirauté, excusez-moi. L'amirauté, c'est dans la Navy, hein, c'est les bateaux. C'est pas l'amirauté, c'est les dirigeants, les généraux, tout simplement. Hein, disons les mots les plus simples. Les généraux allemands. Donc, ils vont se rencontrer en Alsace-Moselle pour échanger les premiers coups de feu. Les Français vont remonter vers les Vosges. Vous les voyez ici, hein, juste à côté du mot France. Les Vosges, c'est encore une fois un département en France. Et Joffre va rentrer à Mulhouse. Mulhouse, vous le voyez, c'est au sud complètement de l'Alsace, hein, proche de la frontière suisse. Mulhouse, qui est la capitale régionale de l'Alsace par la même occasion, quoique Strasbourg aujourd'hui lui fait concurrence. Et Joffre, je le prononce à la française, va faire une citation très grandiloquente, excusez-moi, ça sort tout croche aujourd'hui. Une citation très grandiloquente en rentrant en Alsace. Je vous le cite. « Enfants de l'Alsace, après 44 ans d'une douloureuse attente, les soldats français foulent à nouveau le sol de votre noble pays. Ils sont les premiers ouvriers de la grande ouverture de la revanche. Pour eux, quelle émotion et quelle fierté. Pour parfaire cette œuvre, ils ont fait le sacrifice de leur vie. La nation française unanime les pousse, et dans les plis de leur drapeau sont inscrits les noms magiques de droit et de la liberté. Vive l'Alsace, vive la France.
C'est une très belle citation. Ce qui est un peu ironique, c'est que le lendemain, il va y avoir les échanges de coups de feu contre l'armée allemande et Joffre et ses armées vont sortir de l'Alsace le lendemain même de cette déclaration-là. Mais c'est quand même symbolique. Hein. C'est pour vous montrer encore une fois à quel point ce territoire-là, il est emblématique, il est symbolique dans les guerres qui opposent la France et l'Allemagne. Donc, on rentre vraiment là dans les conflits. Les premiers combats en Alsace, en Moselle, dans les Vosges et en Ardennes, c'est dès le début un repli français parce que l'armée allemande est vraiment trop puissante. Mais il y a plusieurs contre-offensives quand même qui vont avoir lieu jusqu'à la première bataille décisive de 1914, la bataille de la Marne. La Marne, c'est quoi? C'est la rivière que vous voyez sur la photo. C'est la plus longue rivière de France. 514 km de long, cette rivière-là, quand même intéressant pour les pêcheurs s'il y en a parmi vous. Donc la bataille de la Marne du 5 au 12 septembre, vraiment une semaine complète. Les Français vont décider donc d'arrêter leur retraite le long de cette rivière-là. Hein, c'est quand même stratégique, c'est plus facile à défendre. On a juste les ponts où les Allemands peuvent passer versus un territoire ouvert où ils peuvent nous contourner. Là, on a une rivière au niveau stratégique, on n'a pas le choix, ça fait un goulot d'étranglement. Le problème, c'est que les Français donc, sont en repli depuis le début face aux Allemands, qui sont vraiment plus forts technologiquement. Et on manque de soldats pour leur faire face. Donc, les Français vont trouver une solution très débrouillarde. Hein. Ils vont faire appel aux taxis de la Marne, donc, qui vont vraiment amener jusqu'à 6000 soldats en taxi sur le front, l'infanterie de réserve, hein, donc les soldats qui étaient restés en arrière du front, pour faire face aux Allemands. Par chance pour les Français, parce que après une première attaque vraiment tout en puissance, il va y avoir une erreur stratégique de la part du général von Kluck de la première armée allemande, qui va s'écarter vers le nord pour essayer de prendre certains territoires, et ça va créer une brèche. Ce qui, en fait, jusque-là, la bataille de la Marne était vraiment à l'avantage des Allemands. Là, à partir de cette erreur stratégique-là, les Français et les Anglais, hein, parce que c'est une bataille commune de la part des Français et des Anglais le long de cette ligne-là, ils vont être capables de stopper l'avancée et ils vont être capables de rester plus fixes. À partir de la bataille de la Marne, on a vraiment une stabilisation du front à ce niveau-là pendant un certain temps. Le problème, c'est qu'ils vont se tourner donc vers un nouvel objectif. Ils vont se tourner vers la mer du Nord et l'accès à la Manche par la même occasion. Donc, vous le voyez au nord, juste au-dessous de la mer du Nord, là où c'est marqué mer du Nord en bleu, vous avez la ville de Dunkerque. Dunkerque, je fais la pause tout de suite par la même occasion. Il y a un film qui est sorti l'année passée, si je me souviens, qui s'appelle Dunkerque. Ça a le mérite d'être clair. J'ai pas été flabbergasté personnellement par le film, mais c'est quand même un bon film. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est pas pendant la Première, mais ça vous donne quand même une idée de l'ambiance de ces guerres-là, si ça vous intéresse comme moment historique. Il y a plusieurs erreurs là, qui m'ont fait décrocher personnellement. C'est des erreurs plus cinématographiques d'ailleurs que historiques. Hein. On voit des traces de buggy de la caméra qui recule dans le sable quand ils font des scènes sur la plage. Mais si ça vous empêche pas de le voir au moins une fois, là, ça reste un bon film pareil. Donc, on va se précipiter vers le nord comme ça, vers Dunkerque, pour essayer de garder le contrôle de l'accès à la mer. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette mer-là permet soit de contourner les armées françaises et anglaises pour les Allemands, soit permettre à l'Angleterre et à la France de communiquer et de coopérer. Donc, on va vraiment dans les départements de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais et au nord de la Belgique, hein, dans l'Isère, se précipiter pour essayer de faire une ligne pour arrêter l'avancée des Allemands. Et c'est vraiment les Alliés qui vont réussir à s'installer en premier avant les Allemands pour sécuriser Dunkerque et Boulogne-sur-Mer pour les couper. Mais les Allemands donc, vont tenter de couper les bases d'approvisionnement anglaises. Ce ne sera pas une réussite parce que vous le voyez vis-à-vis la flèche verte qui est le plus en haut de la carte. Hein, c'est principalement par Calais et par Dunkerque que les Anglais envoient des renforts. Donc ça va être un premier échec pour l'armée allemande. À partir de cette bataille-là, il va quand même y avoir une certaine stabilisation du front pour 1914 à tout de moins. Donc, on est pas mal rendu là pour le front ouest.
on se dirige vers le front Est. Donc, vous voyez la mer Baltique au nord. Hein, si je reviens à la diapo d'avant, si on suit la Manche vers la mer du Nord et qu'on continue à aller vers le nord-est en bateau, on finit par se rendre hein, en longeant le Danemark et tout ça au sud, entre l'Allemagne et le Danemark. On arrive à se rendre jusqu'en Russie par la mer Baltique. Donc, c'est tout un corridor qui est quand même très stratégique. Le tsar hein, russe, Nicolas II, va envoyer des premières offensives le 17 août, plutôt que prévu par les Allemands. Les Allemands, en fait, s'attendent pas du tout à une offensive russe. Ils savent que l'armée russe et l'Empire russe ne va pas très bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ils envoient même juste une armée contre les Russes. Donc, ils vont être pris un petit peu de court par cette première offensive de la part des Russes. Ils pensaient que ce serait eux qui attaqueraient les premiers, en fait. Et ça va marcher pour les Russes, c'est-à-dire qu'ils vont remporter quelques victoires, mais ça va être très passager. Rapidement, les armées russes donc, se montrent inadaptées, mal équipées comparativement aux armées allemandes. Donc encore une fois, les soldats vont arrêter, il va y avoir une certaine fixation d'une ligne de conflit et il n'y aura pas grand changement là, à partir de ce moment-là sur le front Est également. Donc, vous le voyez d'ailleurs très bien sur la carte, la région en rouge étant quelques zones occupées par les Allemands, mais c'est rien d'impressionnant quand même. Donc, on a cette bataille-là. Les Russes vont rentrer dans certains territoires également. Vous voyez hein, au sud complètement, Komarov, Krasnik et ainsi de suite. Là, ce sont des batailles donc, où les Russes vont remporter quelques victoires. Ça ne durera pas très longtemps. Je vous ai dit hein, que c'était important pour moi, on appelle ça la guerre mondiale, c'est important pour moi de vous montrer aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde parce que là, c'est pas la civilisation occidentale directement, mais ça y est touché parce que ça influence ce qui se passe. D'ailleurs, je pense que c'est là que j'ai mes fameux noms des îles. Donc, les Japonais vont rentrer en guerre. Je voulais vous les montrer quand même à quoi ça ressemble, l'armée japonaise à l'époque. Vous le voyez ici là, avec le petit dessin, la petite représentation que j'ai été capable de retrouver dans les archives. Donc, le Japon rentre en guerre le 23 août 1914, mais c'est vraiment donc les îles du Pacifique, les îles Marshall, Caroline et Marianne, finalement. Je les ai trouvés, les noms de mes îles, et les concessions allemandes de Chine dans le Shandong. Donc là, l'Asie, c'est beaucoup moins ma spécialité, mais vous le voyez, donc c'est une déclaration de guerre à distance. C'est juste pour avoir des gains territoriaux. Les noms des îles, hein, c'est vraiment plus pour vous donner des repères, hein, comment ça, ils vivent dans ce coin du monde-là aussi. C'est bien de faire notre oreille à différentes cultures. Donc, j'étais juste trop pressé tout à l'heure pour vous nommer les îles. Finalement, j'y suis arrivé. Donc, à côté des Japonais, on a également l'Italie hein, qui va rentrer en guerre. Elle va officiellement rentrer en guerre avec la Triplice, donc du côté des Allemands et de l'Autriche-Hongrie, mais elle va au courant de la guerre se revirer de bord avec un traité secret. En avril 1915, en fait, l'Italie va signer un traité secret avec l'Angleterre en disant « Oui, on va changer de bord, on va venir vous soutenir. » C'est pour ça tout à l'heure que je vous disais hein, que l'Autriche-Hongrie avait des soldats en Italie, parce que très rapidement, l'Italie va changer de camp pendant la Première Guerre mondiale. Le Portugal va également rentrer en guerre du bord des puissances de l'Allemagne en 1916. La Roumanie va déclarer la guerre à l'Allemagne. La Grèce, elle reste neutre pendant un certain temps, mais finalement, elle va rejoindre l'entente, donc l'Allemagne une fois de plus, en 1916-1917. L'Empire ottoman se joint de la partie et il ne faut pas oublier qu'à côté de tout ça, on a également toutes les colonies. On appelle ça une guerre mondiale, pas parce qu'il y a des conflits partout dans le monde, comme ça va être le cas, par exemple, beaucoup plus à grande envergure pendant la Deuxième Guerre mondiale. On appelle ça la Première Guerre mondiale parce que tous ces pays-là que je viens de vous nommer dans ma petite liste d'épicerie, eh bien, ils ont la plupart des colonies un petit peu partout dans le monde et ils vont les mettre à profit. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de l'Angleterre. Donc, c'est dans cet ordre d'idées-là hein, que c'est une guerre mondiale. Je vais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure des contingents de soldats canadiens qui vont aller se battre pendant la Première Guerre mondiale. C'est vraiment... On n'a pas forcément des armées de partout qui viennent, mais toutes les colonies fournissent au moins des ressources, des matières premières, modifient
leurs industries pour envoyer des armes et ainsi de suite. Donc c'est dans cet ordre d'idées-là plutôt que c'est une guerre mondiale. Les guerres sont vraiment... les déclarations de guerre sont vraiment déclarées de la part de tout le monde, mais c'est un début de guerre en 1914 qui est un petit peu particulier. Il y a un événement qui nous le montre plus précisément. C'est le film Joyeux Noël de Christian Carion qui est sorti en 2005, excusez-moi. Je vous résume rapidement le film. C'est encore une fois, c'est un bon film si ça vous intéresse. C'est basé sur des faits réels aussi par la même occasion. Ce qui se passe, c'est que au Noël de 1914, c'est que tous les chefs politiques de tous les pays ont averti les militaires, les soldats qui disaient on est sûr et certain que ce sera une guerre qui va être courte, qui va être efficace. Vous allez retourner chez vous très rapidement. Il n'y aura pas une longue guerre, ça ne s'éternisera pas. Et donc, les soldats en 1914 sont encore très de bonne humeur, sont encore très positifs face à la guerre. Ça va rapidement dégénérer, vous allez voir, avec nos grandes batailles de 1915 et 1916. Mais en 1914, la journée de Noël, ce qui se passe, c'est que sur un front, c'est des Français, si je me souviens bien, d'un bord et les Allemands de l'autre bord. Le jour de Noël, donc, on entend, du côté français, on entend des chants de réveillon, tout simplement, qui montent des tranchées allemandes. Et on voit, donc, il y a des observateurs plus courageux qui sortent la tête des tranchées pour voir ce qui se passe sur l'autre bord. Il y a des sapins de Noël qui ont été mis en place sur les tranchées. Les Allemands sont sortis des tranchées, hein, donc ils se sont exposés au feu ennemi. Mais en fait, ils chantent des chansons de Noël et tout ça. Et ça va finir, c'est ça que d'ailleurs que le film présente, ça va finir que les deux armées, pour la journée de Noël, seulement une journée, hein, le lendemain on retourne aux batailles, ce qui est assez bizarre hein, si on pense à ça au niveau psychologique, être capable d'échanger. Ils vont jouer au football, football au soccer hein, en Europe, ils vont jouer au soccer, ils vont s'échanger des cadeaux français, allemands hein, et tout ça. Et le lendemain, ils vont retourner, le soir, ils vont retourner dans leur tranchée, le lendemain, ils vont commencer à s'entretuer. Psychologiquement, moi, ça me dépasse un peu être capable d'offrir un cadeau à quelqu'un et le tuer le lendemain. J'en parle pas là-dedans, c'est pas ma sphère de connaissances, mais je trouve ça très intéressant. Ça va peut-être un sujet, s'il y a du monde en psycho là, qui peuvent s'intéresser à ça, dans le futur, mélanger deux disciplines, des fois ça devient intéressant aussi. Donc, Joyeux Noël, un film que vous pouvez voir si ça vous tente, c'est quand même intéressant. Ce qui nous amène, hein, le Noël 1914, ça nous amène en 1915, 19 janvier, donc dès le début de l'année, hein, première dans l'histoire militaire, pour la première fois de la vie, il va y avoir des bombardements aériens. Donc des bombardements aériens qui ne sont pas faits par des avions, mais qui sont faits par des zeppelins. Vous connaissez peut-être le band Led Zeppelin. Ça vient vraiment de cette invention-là. Le zeppelin, c'est tout simplement un immense ballon. C'est comme une montgolfière gigantesque, dans le fond, qui est remplie de gaz pour faire voler une petite capsule en dessous. Et à partir de ces capsules-là, on va bombarder l'ennemi. 19 janvier, on va bombarder Londres pour la première fois d'ailleurs. Les Allemands vont bombarder Londres. Et quelques semaines après, ils vont bombarder Paris également comme ça. C'est vraiment la première fois qu'on a dans l'histoire des bombardements qui ont lieu entre des pays. J'en profite par la même occasion pour vous passer la parenthèse. On a aussi des montgolfières qui servent aussi, mais ça c'est vraiment plus, mettons, deux armées face à face. Là. On va utiliser des montgolfières pour monter vraiment haut dans les airs, se laisser porter par le vent et aller dropper des bombes sur les lignes ennemies. Donc on est vraiment dans des balbutiements de l'aéronautique. Avant de se rendre, on va les voir apparaître, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a sur l'image que je vous ai présentée. On va voir apparaître à la fin de la Première Guerre mondiale les armes modernes qui vont être très présentes pendant la deuxième, l'avion pour l'aéronautique, donc l'aviation et aussi les tanks, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc les Zeppelins vont faire des premières attaques, des premiers bombardements. Le 1er mars aussi, les Alliés vont faire un blocus complet pour l'Allemagne. Un blocus, c'est quoi? On empêche toutes les ressources alimentaires ou autres de rentrer dans le pays. Le but, c'est quoi? Et s'ils n'ont plus de ressources naturelles, les Allemands ne seront plus capables de construire de bombes. Donc, ils vont être obligés de se rendre à la guerre, tout simplement. C'est aussi basique que ça, mais c'est une stratégie qui peut porter fruit. Aussi, manque de nourriture, les soldats voudront plus se battre s'ils ont faim. La population en arrière, si elle meurt de faim, ne pourra pas soutenir l'effort de guerre et ainsi de suite. C'est sale, mais c'est la guerre, c'est malheureusement la réalité. Donc,
le blocus, et on va voir également en 1915 la première apparition des gaz asphyxiants. Je fais une parenthèse ici parce que je me suis rendu compte tout à l'heure en révisant que je ne l'avais pas inclus à la fin. Les gaz asphyxiants, je vous donne un exemple plus précis, c'est le gaz moutarde. Donc moutarde, oui, ça vient de la plante de la moutarde. Hein. Si vous ne le savez pas, parce que nous on achète ça en pot à l'épicerie maintenant, mais la plante de moutarde, c'est des grains, hein, c'est un petit peu comme des grains de poivre, mettons. Là. Je vous l'extrapole là, juste pour simplifier. Qu'on va effouérer, qu'on va concasser pour le transformer en cette espèce de pâte-là. Les chimistes à l'époque vont utiliser donc l'agent chimique du poivre, de la moutarde, excusez-moi, pour le transformer en gaz. Ce que ça fait, hein, c'est que ça attaque tout ce qui est tout ce qui sécrète quelque chose de liquide. Donc, dans la bouche, ce qui provoque je vais finir par le dire, la bave, excusez-moi. Donc, les glandes qui développent la bave, dans le nez, ce qui développe le mucus, hein, la morve, tout simplement, et dans les yeux, ce qui sécrète les larmes. Donc, ce gaz-là va venir attaquer. C'est ce qui va d'ailleurs faire les gueules cassées, hein, parce que les glandes vont, une fois attaquées, vont enfler, vont fondre, dépendamment des gaz. Là, je fais un résumé bref, là, mais c'est vraiment l'apparition des premières armes chimiques, parce que c'est clairement des armes chimiques, sur les fronts, donc en 1915. Chose qui est aussi, petite anecdote qui est importante à mentionner aussi, on n'a pas des gaz comme ça dans des obus qu'on va pouvoir lancer sur les ennemis, comme ça va être le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale ou aujourd'hui qu'on fait encore. À l'époque, on amène le gaz dans des espèces de grands sacs hermétiques, évidemment, là, mais on le transporte comme on peut. Et on va jouer sur le facteur éolien. Donc, on va attendre que le vent soit favorable pour libérer le gaz, pour que le vent amène le nuage de gaz sur les armées ennemies. Le problème avec la technique, c'est que le vent, on ne le contrôle pas. Et oui, ça va arriver que le vent, pendant la bataille, vire de bord et donc attaque les lignes de sa propre armée. Oui, ça va arriver. J'ai une photo un petit peu plus loin de militaires avec une mitrailleuse. Je vais essayer de le souligner. Si je me souviens bien, c'est la bataille de Verdun. C'est la prochaine diapo ou l'autre. Regardez, ils ont des masques à gaz très 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 rudimentaires. Hein. C'est quasiment de la jute de poche à patate avec des lunettes en vitre autour des yeux. C'est vraiment rudimentaire, mais c'est tout ce qu'ils ont pour se protéger à l'époque. Donc, apparition de nouvelles technologies, le Zeppelin, l'avion, le tank, les gaz moutarde, mais les armes chimiques. Donc, quand même, 1915, un tournant dans la violence aussi. Hein, ça marque beaucoup plus les esprits. Euh, on va voir également la voici justement, ma bataille de Verdun. Donc, avant ça, excusez, Verdun, c'est en 1915. Avant ça, je veux juste mentionner une dernière chose pour 1915. La stabilisation du front. Donc, ça devient une guerre d'usure. Qu'est-ce que c'est une guerre d'usure? C'est tout simplement le fait d'épuiser l'armée ennemie. Je m'explique, on est tombé dans une guerre de tranchées. La tranchée, c'est quoi? C'est tout simplement un méchant gros fossé. Donc, les militaires vont creuser assez haut pour se tenir idéalement debout dans ce fossé-là. Et on va mitrailler l'autre armée qui a fait exactement la même chose en face de nous. Et là, c'est à partir du moment où on a une armée qui essaie de sortir de sa tranchée pour attaquer l'autre, les autres ont juste à sortir les fusils et à tirer sur l'armée ennemie. C'est excessivement meurtrier. On va mettre des barbelés au milieu de ces territoires-là, hein, entre les deux tranchées. Ça va être vraiment ou des mines. C'est des territoires qui sont vraiment très 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 violents et très meurtriers pour les différentes armées. Et ça m'amène à ma fameuse bataille de Gallipoli. Gallipoli, donc, c'est un débarquement. Je vous ai montré sur la carte au début. Gallipoli, ça va être un débarquement d'Australiens. Donc, c'est une colonie anglaise. Les Anglais vont demander à leur armée australienne de débarquer à Gallipoli pour essayer de reprendre, hein, l'Allemagne en tenaille par l'autre bord. Le problème, c'est que Gallipoli, c'est des falaises, c'est très abrupt, c'est très difficile de débarquer là. Et les Allemands se sont bien fortifiés. L'Autriche, Hongrie et les Allemands coalisés se sont bien fortifiés en haut et en arrière. Donc, ça va être très, 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 très difficile pour
Les Australiens, il y a un taux de mortalité absolument phénoménal. Vous avez d'ailleurs le film qui s'appelle Gallipoli. C'est pas très original, mais ça a le mérite d'être clair une fois de plus, avec le jeune, très jeune Mel Gibson qui joue le rôle principal, si ça vous intéresse. Encore une fois, j'ai pas forcément le temps toujours de vous présenter les différents films, des extraits, mais je vous fais les références quand même si ça vous intéresse. Donc, on a une certaine stabilisation du front. Mais le bout vraiment sanglant, c'est 1916. Donc, c'est pas Verdun, mais Mascagaz, mais ça doit être la prochaine. 1916, je vous présente vraiment juste deux batailles, les batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. Donc, la bataille de Verdun, qui va se passer du 21 au 18 décembre 1916. Ça, ce serait des dates importantes. 21 février au 18 décembre 1916. Les dates précises, peut-être moins, là, mais juste savoir que la bataille de Verdun, c'est en 1916. Ça, c'est important. Le Verdun, c'est une ville, hein, c'est une position vraiment stratégique pour les Français. Ça va être énormément de gens tués. Pour vous donner une idée de grandeur quand même, ça va coûter aux Français 378 000 hommes, donc 62 000 tués, 101 000 disparus. On s'entend que 101 000 disparus, ça veut dire qu'il y en a une bonne quantité là-dedans qui sont morts. Il y a probablement de la désertion, hein, des gens qui ont quitté le combat, mais pas les proportions généralement. C'est juste qu'on n'est pas capable d'identifier les cadavres probablement parce que les cadavres sont hors de portée pour aller les chercher par exemple, parce que le résultat va pas changer grand-chose après cette longue bataille meurtrière-là. On a aussi 215 000 blessés. Les Allemands, eux autres, c'est 337 000 hommes qui vont avoir aussi des conséquences, morts et blessés au total. Pour vous donner un ordre d'idée, encore une fois, hein, 53 millions d'obus vont être tirés pendant cette bataille-là. 30 millions par les Allemands, 23 millions par les Français. Ça fait une bonne moyenne. Et ce qui est le chiffre que je veux vous donner, en fait, c'est le 21 février, la première journée de la bataille de Verdun. Les Allemands, en une journée, vont lancer 1 million d'obus. 1 million d'obus, vous vous doutez que ça fait pas mal de dégâts. Il y a des statisticiens, il y a des historiens de tout type, hein, il y a des gens qui s'intéressent à la société, aux mentalités, à la religion, à tout ça. Il y a des historiens qui s'intéressent aussi aux mathématiques. Il y a des historiens qui ont calculé que ça faisait 6 obus au mètre carré. Hein. Donc, calculer 1 mètre par 1 mètre autour de vous, là, et imaginez 6 obus qui tombent dans cette superficie-là. Imaginez maintenant qu'il y a des soldats dans ce périmètre-là. Vous vous doutez des répercussions. Donc, une bataille absolument dégueulasse au niveau meurtrier. Là. C'est vraiment très, 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 très sordide comme environnement. Parce que dans les tranchées, hein, les gens meurent, les gens subissent des blessures, tout ça. Oui, on a des médics, on a des gens qui sont capables de les soigner sur place, mais c'est des moyens élémentaires. Et évidemment, le taux de mortalité est très, très fort. Sans compter toutes mettons, je vous passe l'anecdote sur les rats, mais les rats faisaient aussi des dégâts pendant que les soldats dormaient. Les rats pouvaient manger des morceaux de soldats. Donc, c'est vraiment des conditions de vie vraiment atroces. Je vous parle pas de toilettes, je vous parle pas de douche, je vous parle pas de rien, de déjection humaine hein, dans ces tranchées-là. C'est des conditions de vie absolument atroces. Je continue avec la bataille de la Somme. La bataille de la Somme, les voilà mes fameux masques à gaz, donc les prototypes de masques à gaz à tout de moins. La bataille de la Somme qui va être vraiment la deuxième bataille la plus meurtrière, c'est à peu près en même temps. Du 1er juillet au 18 novembre 1916. C'est vraiment une première offensive, cette fois-là, de la part des Anglais et des Allemands. C'est pour ça que vous voyez les drapeaux sur la carte. La bataille de la Somme, ça va être, au total, là, après plusieurs mois de bataille, 12 km seulement qui vont être gagnés par l'Alliance franco-britannique. C'est absolument ridicule hein, au niveau du gain versus la quantité de morts. Mais ce qui est important, avec la bataille de la Somme, en fait, ce qui est très important, pourquoi elle a marqué les esprits, cette bataille-là, c'est qu'on va voir deux nouvelles choses. Avec la bataille de la Somme, d'un côté, on va voir l'apparition du tank. Le tank, là, c'est le char d'assaut qu'on devrait dire en français. Le tank, je vous fais l'anecdote par la même occasion. Pourquoi on appelle ça un tank? Eh bien, c'est parce que les premiers qui sont apparus justement à la bataille de la Somme, on aurait vraiment dit
des baignoires, deux baignoires collées l'une par-dessus l'autre. Les Anglais appellent une baignoire une tank. Donc, ils ont donné ce surnom-là à la nouvelle arme de guerre et c'est resté par la même occasion. Mais c'est une arme vraiment dévastatrice. Hein. Vous vous en doutez, des humains versus des balles, on fait pas long feu. Un tank avec des blindages et tout ça, ils allaient très très lentement, hein, en dessous de 10 km/h, mais c'est quand même des armes qui ont un potentiel destructeur très important et ils ne vont pas cesser d'être améliorés avec les années à venir. On en reparlera pendant la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième chose très importante pendant la bataille de la Somme, c'est la première fois qu'on va utiliser le cinéma. Je devrais dire plus la publicité, hein, les caméras sur le champ de bataille à des fins de propagande. C'est-à-dire que du côté, autant d'un côté que de l'autre, ils vont envoyer des équipes de reportage sur le champ de bataille pour filmer justement les tanks, pour ensuite les montrer, ou les militaires et tout ça, là, tout le champ de bataille et certaines zones de combat. Et ils vont filmer tout ça pour les montrer avant des films, parce que les gens n'ont pas encore de télé à la maison. Avant les films dans les cinémas, on va montrer des capsules. Regardez nos soldats, regardez nos nouvelles inventions technologiques, regardez comment le front se passe. Il faut continuer l'effort, évidemment, là, il y a toute la propagande de continuer l'effort de guerre, hein, soutenir l'effort de guerre qui embarque avec ça. Mais pour la première fois, avec la bataille de la Somme, on voit vraiment l'utilisation du cinéma, de la caméra, comme outil de propagande avec les masses. Ça, on va le voir beaucoup plus à la Deuxième Guerre mondiale. Ça va être propagé de façon beaucoup plus efficace. Donc, la bataille de la Somme, très importante. Je vous donne encore quelques chiffres, juste à titre de référence. Perte allemande, 437 322, c'est précis. Hein? Perte allemande, les Britanniques, 419 000, les Français, 419 000, pour une perte totale de 1 059 000 soldats en une seule place. Hein, c'est un seul lieu. La bataille de la Somme est excessivement dévastatrice. On est rendu en 1917. Je vous fais encore une fois un résumé bref parce que le temps file. La guerre va prendre un tournant décisif en 1917. Pourquoi? Parce que en janvier, le conseiller Zimmermann le conseiller Zimmermann, c'est un chef politique allemand. Il va commettre une erreur stratégique, c'est-à-dire qu'il va envoyer un message au chef d'État mexicain en lui proposant de s'allier à l'Allemagne dans la guerre, parce que les Allemands ont peur un petit peu des Américains. S'ils rentrent en guerre, ils sont très puissants, ce qui est le cas, et d'ailleurs ça va le prouver. Mais les Allemands donc vont envoyer un message d'aide, d'alliance au chef mexicain. Le problème, pourquoi c'est une erreur, c'est que les Américains vont intercepter le message et c'est ce qui va faire balancer l'opinion publique. Hein. Les Américains, excusez-moi, étaient vraiment réticents à rentrer en guerre. Et là, quand les journaux vont publier l'annonce que les Allemands essayent de recruter le Mexique pour qu'ils rentrent en guerre contre les États-Unis, évidemment, c'est leurs voisins. Hein. Là, les Américains vont trouver que c'en est trop et ils vont décider vraiment de rentrer en guerre. Donc, New York, American War with Germany. Les Américains vont rentrer officiellement en guerre le 28 juin. Première division d'infanterie américaine qui débarque à Saint-Nazaire, en France, pour aller attaquer les Allemands. Face à ça, ce qui est en dessous, hein, vous lisez probablement pas le cyrillique, c'est la révolution bolchevique de 1917, la révolution russe. Ça, j'en parle pas plus que ça là, parce que je vais en parler tout à l'heure plus en détail. Donc 1917, ça change quand même beaucoup la donne de deux côtés. Hein, les Américains qui est gigantesque qui rentrent en guerre et de l'autre la Russie, aussi gigantesque mais beaucoup moins puissante militairement, qui sort de la guerre. On continue avec 1918 et l'armistice. Je fais une petite pause ici, par ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai eu cette conversation-là cette semaine. J'ai parlé avec des conseillers pédagogiques qui disaient « Mon Dieu, tu fais des cours de 1h30, 2 heures. On conseille de faire des capsules de 7 minutes. » Je comprends que c'est beaucoup plus facile. On est habitué plus facile à gober comme information. On est habitué à ce rythme-là dans les médias. Je trouve que 7 minutes, c'est un petit peu insulter votre intelligence. Je pense que vous êtes capable d'en prendre, mais je prends la peine quand même de
de faire la pause. Pourquoi? Faites des pauses entre chaque bulle, allez marcher, déliez-vous. C'est important de le faire. Ça permet de moins être crispé et ça permet de mieux assimiler l'information par la même occasion. Vous pouvez même le faire sur plusieurs jours si ça vous convient mieux. Allez-y avec votre rythme à vous, évidemment. Mais j'ai confiance en votre intellect. J'ai pas peur. Donc, on continue 1918. C'est donc sur le front Est, avec la révolution bolchevique. C'est la fin de la guerre. La fin de la guerre va prendre forme comment? Elle va prendre forme avec le traité de Brest-Litovsk. Donc, Trotsky, je vous en parlerai de Trotsky tout à l'heure, va aller négocier avec les Allemands. Finalement, Lénine et les Allemands vont signer une armistice en amputant une bonne partie du territoire russe, entre autres en Ukraine, qui sont des territoires très riches au niveau agriculture, entre autres, qui vont être empiétés à la Russie au profit de l'Allemagne. Mais les Russes vont récupérer ces territoires-là à la fin de la guerre, après la défaite allemande de 1918. Ça, on en reparlera au prochain cours probablement plus en détail. À côté de Brest-Litovsk, on a la seconde bataille de la Marne. Je vous en ai parlé tout à l'heure de la Marne. Et bien là, on est vraiment dans le début de la fin pour les Allemands. C'est-à-dire que les Allemands vont faire une deuxième offensive sur la Marne pour aller vers le sud. Le problème, c'est que en faisant ça, ils vont tout simplement étirer leur front, ils vont étirer leur ligne d'armée, ce qui va l'affaiblir par la même occasion, et ça va donner une opportunité pour les Français et les Anglais de faire une contre-offensive qui va être positive, qui va être victorieuse cette fois-là. Merci Boris de tes messages. C'est la seconde bataille de la Marne. C'est par la même occasion donc le revirement pour les Allemands. Je vous présente par la même occasion les nouveaux costumes, les nouveaux uniformes, je vais finir par le dire comme il faut, de l'armée française. Je vous avais dit qu'il allait changer de couleur au fur et à mesure que la guerre avance parce qu'ils se rendent compte que c'est pas adapté d'être trop visible avec les nouvelles armes qu'ils ont pendant la Première Guerre mondiale. Donc, on a la seconde bataille de la Marne qui va commencer ce repli allemand-là, et on a parallèlement aussi à ça l'attaque de Picardie. L'attaque de Picardie, pourquoi elle est importante? C'est le 8 août 1918. Ce sont des soldats canadiens, soldats australiens, français, anglais, tous alliés ensemble sur le même front, qui vont faire une première poussée en Picardie victorieuse. Là, c'est pas seulement on reprend l'erreur des Allemands pour les contre-attaquer, c'est vraiment une offensive voulue et préméditée de la part des alliés de la Triple Entente. Donc, et une première victoire par la même occasion. Donc, on commence à renverser la vapeur. L'aide américaine, évidemment, vient jouer une grande influence parce que on a des soldats américains qui viennent, mais on a surtout la machine industrielle, la machine de production américaine qui vient backer, qui vient donner des provisions et de l'équipement à ces armées-là, et qui donc va renverser la vapeur également dans cette confrontation de Picardie. Les Allemands donc vont quand même se boquer. Il va y avoir une autre attaque en Meuse-Argonne. Cette fois-là, c'est vraiment les Américains qui prennent part aux côtés des Français à cette offensive. Et pour la première fois, les soldats allemands, ça c'est une première fois en 1918, les soldats allemands, des milliers de soldats allemands, pas juste quelques-uns, des milliers de soldats allemands vont se rendre sans se battre. C'est vraiment le début de la capitulation de l'armée allemande. Face à ça, le problème, c'est qu'on a notre fameux Kaiser, notre Guillaume II, qui lui refuse de se rendre pour des raisons de prestige, évidemment. Il sent également que s'il perd la guerre, il va perdre son titre de Kaiser. Donc, il va vraiment refuser d'abdiquer. Il va s'obstiner dans la guerre. Mais le problème, c'est qu'à ce point-là, c'est contre la volonté de son propre peuple. Pourquoi? Parce qu'en plein Berlin, on a des manifestations pour la paix qui se succèdent de plus en plus. Ce qui va entraîner vraiment donc la signature de l'armistice le 9 novembre. Guillaume II va abdiquer et l'état-major de l'armée va signer l'armistice. On est obligé donc de remodeler l'Allemagne.
Guillaume II avait peur de perdre son titre. C'est ce qui va arriver le 11, 2 jours après. La nouvelle république, et là c'est une république donc il n'y a plus de Kaiser, la nouvelle république allemande va être formée dans un convoi blindé français au milieu d'une forêt perdue. C'est un petit peu secret tout ça, là, mais ils vont reformer une nouvelle Allemagne sans le Kaiser, une Allemagne démocratique et une Allemagne pacifiée. On va le voir avec le traité de Versailles évidemment par la suite. Donc le Kaiser va être obligé de se rendre, mais avant ça, on a quand même une dernière offensive. Je vous avais dit que je vous en parlerai. La fameuse armée canadienne qui est présente pendant la Première Guerre mondiale. La dernière offensive, vraiment la dernière bataille d'échange de coups de feu violents qu'il va y avoir, c'est en Belgique, à Mons, je ne sais pas comment on le prononce, et c'est vraiment les soldats canadiens qui vont livrer cette dernière bataille-là, qui va être victorieuse. Vous les voyez ici rentrer dans le village, je ne sais pas, je ne connais pas le lieu précisément, et ils sont accueillis en libérateurs, en héros évidemment, par la population qui était sous le joug allemand depuis un certain temps. Suite à ces dernières batailles et la signature de l'armistice, on va aller au traité de Versailles. Le traité de Versailles, c'est super important. Donc, je n'ai pas beaucoup souligné depuis le début, je m'excuse. Je suis parti dans mon flow. En classe, j'aurais essayé de souligner un petit peu plus. Là, la dynamique est particulière. Le traité de Versailles, ça c'est un incontournable. Le traité de Versailles, c'est très important. Je ne vois pas comment je peux être moins subtil que ça. Donc, vous l'avez sur le journal en haut, signé le 29 juin officiellement. Le 29 juin, attention, le 29 juin 1919, donc le traité de Versailles, c'est tout simplement les pays qui se sont rencontrés après la fin de la guerre. Ils ont pris des décisions ensemble et ça va être signé, ça va être accepté par les différentes forces en présence, mais vous vous doutez qu'on ne fait pas ça en quelques semaines, surtout après une guerre aussi généralisée. Ça va prendre quand même un certain temps à se régler. C'est pour ça qu'on est en 1919 à ce moment-là. Je m'excuse des différentes alertes. C'est pas grave, ça ne change pas grand-chose sur le déroulement. Donc, le traité de Versailles, plus précisément, signé le 28 juin 1919, perte de territoire, l'Alsace et la Moselle, précisément, la Lorraine, en Europe au profit de la France, les pertes de quelques colonies que l'Allemagne avait, qui à ce moment-là ne leur appartiendront plus, les limitations militaires, le traité de Versailles inclut pour l'Allemagne un certain nombre fixe maximum de militaires parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une deuxième guerre mondiale, ça va être un fait, vous le savez, mais on ne veut pas que l'Allemagne ait une armée trop puissante, donc on va limiter le nombre d'infanterie, le nombre d'aviation, le nombre de bateaux, tout ça pendant le traité de Versailles. C'est d'ailleurs une des premières choses que Hitler va enfreindre, la limitation du nombre de soldats quand il va arriver au pouvoir. Donc, à travers tout ça, on a aussi des limitations économiques. Le bilan, quand même, c'est regardé en millions. Donc, son nombre de soldats tués, 9,7 millions de soldats. Mais ce qui est surtout très important, civils tués, 8,9. On n'est vraiment pas très loin, malheureusement. Ça fait 6000 tués par jour, si on fait une moyenne pendant les 4 années de ce conflit-là. C'est une première dans l'histoire, la Première Guerre mondiale, qui fait quasiment autant de blessés, de morts civiles que militaires. C'est-à-dire qu'avant ça, les pays se faisaient la guerre, oui, on avait des pertes civiles, veut pas, à travers tout ça, mais majoritairement, c'était des militaires qui mouraient sur le champ de bataille. Avec l'apparition des nouvelles armes, les Z-planes, puis ensuite l'aviation, avec l'apparition des tanks, avec l'apparition de tous des canons à longue portée, on va bombarder des villes, et là, les civils qui ne sont pas supposés être inclus dans la guerre, aussi dans la doctrine économique que si on bombarde les civils en arrière, ils pourront plus soutenir l'effort de guerre, pourront plus nourrir ou envoyer des obus et des munitions aux soldats sur le front. Donc, de bord comme de l'autre, je ne dis pas qu'il y a un côté qui le fait moins que l'autre, on va vraiment s'attaquer volontairement à des civils. C'est un changement dans la mentalité. Ça aussi, on en reparlera pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le nombre de soldats blessés, 21 millions quand même, énorme. Là, je sais que les Français ont surligné parce que c'est un document qui a été fait par des Français et qu'ils mettent toujours l'emphase sur eux-mêmes. Mais regardez les chiffres, les Allemands et les Russes quand même,
énormément de morts. Ça va être vraiment quelque chose de dramatique, ça va changer. Imaginez, là, du jour au lendemain, là, on est rendu à 17, 18, quasiment 19 millions de morts. On est à 21 millions de blessés. Imaginez comment ça change le quotidien. Là, on a au-dessus d'une personne sur deux qui meurt là, dans cette histoire-là. Fait que c'est vraiment c'est drastique comment ça va changer la réalité du quotidien pour les gens en Europe à l'époque. Les Américains, moins de morts, parce qu'ils sont arrivés beaucoup plus tard dans la guerre, et aussi parce que ça se passe pas sur leur territoire national à eux. Mais donc, la Première Guerre mondiale, excessivement meurtrière, évidemment. Ce n'est qu'un début. La Deuxième Guerre mondiale va être pire, mais on verra ça la semaine prochaine. J'en arrive avec la révolution bolchevique, et là, je vais essayer de me contenter, parce que l'URSS, j'ai fait ma maîtrise là-dessus. Ça m'intéresse énormément, mais je vais essayer de me contraindre. Donc, la Russie, je repars, je fais un mini historique du début. Je vous rappelle, on avait vu pendant nos cours sur le Moyen-Âge les Vikings. Je vous avais dit que quand ils partaient vers l'ouest, vers l'Europe et vers l'Amérique, d'ailleurs, ils sont venus jusqu'en Amérique, on les appelait des Vikings, et quand ils partaient vers l'est, vers la Russie actuelle, on les appelait des Varegs. Donc la Russie, elle a été, la Russie, l'État russe, l'État moderne russe, a été formé par des Varegs, par des Vikings. Ce ne sont même pas des Slaves, ce ne sont pas des Russes eux-mêmes qui ont créé leur État. Pourquoi? À cause du système politique et tout ça. Et là, ensuite, à partir de ce moment-là, donc là on est au Moyen-Âge, autour de l'an 1000 et après, on va voir donc l'Empire russe va juste grandir jusqu'à devenir l'immense empire que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte, à travers une série de chefs, d'empereurs et de tsars. Donc le mot tsar est important. Je l'explique rapidement pour vous montrer encore une fois les continuités dans notre civilisation, comment on est intrinsèquement liés. Les tsars de Russie, c'est un mot qui va apparaître après 1453. Pourquoi? 1453, date très importante, avec la chute de Constantinople, avec donc la prise par les musulmans de Constantinople. Eh bien, je vous rappelle que l'Empire byzantin, qui tombe à ce moment-là, se disait la deuxième Rome. On avait eu l'Empire romain, là on a eu l'Empire romain d'Occident qui était tombé, qui avait donné nos deux Moyen-Âge et tout ce qu'on a vu ensuite. Mais on a notre empire byzantin, avec Byzance justement, qui est la capitale, qui avait perduré. Et donc, le chef de l'empire byzantin réclamait le titre de César, comme Jules César, qui avait créé le titre de César, c'était une continuité directe de l'empire romain. Eh bien, quand l'Empire byzantin va tomber, le tsar de Russie, à travers la religion orthodoxe, la religion orthodoxe, c'est la religion officielle de Russie, eh bien, le tsar de Russie va dire on est les héritiers de l'Empire byzantin, de la religion byzantine, de l'idéologie byzantine, tout ça. On est les derniers héritiers qui sont encore un pays qui se tient, qui est encore debout. Et donc, notre chef va prendre le terme de César, mais ça va être russifié, ça va être modifié, et César va devenir tsar. Donc, vous voyez, vous l'entendez juste dans la prononciation. Donc, ça ne sort pas de nulle part, ce terme-là. C'est un terme qui vient de l'Empire romain, civilisation occidentale. Voici un lien. Donc, notre révolution bolchevique, je la pars en 1905. Pourquoi je la pars en 1905? C'est qu'en fait, on va avoir une première révolution en 1905, la révolution de 1917. C'est une résurgence, c'est une deuxième et une troisième révolution en 1917 de la part du peuple russe. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, on est dans un empire avec un tsar qui est omniprésent. Je vous ai parlé de Louis XIV, la monarchie absolue de droit divin. Le tsar en Russie, c'est encore à peu près ça en 1905. Sauf qu'on est 300 ans plus tard que Louis XIV. Donc le peuple russe est écrasé. Le peuple russe vit mal, mauvaises conditions de vie, pas beaucoup d'accès à la nourriture. Donc il va y avoir une première révolte en 1905. Je fais juste la mentionner parce que c'est juste pour vous dire que 1917 ne sort pas de nulle part. Mais on a aussi des facteurs aggravants. Pourquoi ça va se rendre jusqu'à 1917? Eh bien, on a le fameux Grigori Raspoutine. Ça, vous avez probablement entendu ce nom-là.
Grigory Raspoutine, très rapidement, c'est un dude, hein, je vais vraiment le dire comme ça, c'est un dude qui est né sur une ferme perdue en Sibérie, qui dit avoir des dons mystiques, des dons de guérisseur et ainsi de suite. Et à travers un parcours chaotique, je vous évite les détails, il va réussir à se rapprocher petit à petit de la famille impériale. Et le fils du tsar, le prochain tsar en ligne, est hémophile. Hémophile, c'est quoi? Si vous ne le connaissez pas, c'est une maladie hein, qui existe encore aujourd'hui, évidemment. Hémophile, c'est que vous coupez même un paper cut et normalement, donc, qu'est-ce que ça fait? Tiens, le bobo, je me suis fait ici. Le sang va couler un peu et ça va coaguler, ça va sécher, ça va bloquer la sortie de sang et ça va permettre au bobo de cicatriser en dessous. Un hémophile n'a pas ce processus-là. Le sang ne fait pas le processus de coagulation. Donc, quand on se coupe même un paper cut, ça peut saigner très longtemps. Ça peut saigner pendant des heures et des heures. Donc, là, je vous parle d'un paper cut. Imaginez une blessure plus grave. C'est très, 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 très dangereux. Et Grigory Raspoutine, par ses dons mystiques, là, je ne rentre pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne le sais pas, j'étais pas là. Mais il est capable de guérir le petit Tsarevitch, le fils du tsar, il est capable de le guérir de certains problèmes de santé. Il ne fait pas juste de l'hémophilie, mais il est capable de le calmer. Donc, il va prendre beaucoup d'importance auprès de la tsarine. La femme du tsar, c'est la tsarine, et du tsar lui-même, au point là, de devenir vraiment omniprésent. Là, il vit au Kremlin. Le Kremlin, c'est le château du tsar, c'est le nom que ça porte. Et il s'ingère en politique littéralement. Il va donner des conseils sur la guerre au tsar. Il va lui dire de faire telle action, de ne pas faire telle action, alors que c'est un prêtre à la base paysan qui n'a aucune formation militaire ni rien. Et tout ça, donc, va augmenter le fait que la population soit mécontente parce que en fait on va voir en Raspoutine une espèce de force démoniaque, hein, c'est un démon qui influence le tsar. À côté de ça, la tsarine Alexandra, la femme du tsar, elle est d'origine allemande, hein, vous le savez, les familles royales se marient entre pays pour garder les classes dirigeantes s'entraident évidemment comme ça. Donc la population russe voit la tsarine d'origine allemande comme une traître, hein, une espionne, ce qui est totalement faux parce qu'elle est arrivée en Russie très tôt. Et de ce que j'en ai lu, passablement beaucoup, elle est fidèle à la Russie à ce moment-là. En tout cas, on n'a jamais eu de preuve du contraire. Bref, ça va pas bien, hein, les hauts personnages, les gens qui sont supposés inspirer confiance, le tsar et sa famille et ses proches, inspirent tout le contraire, de la méfiance et ils sont suspects. Regardez Grigory Raspoutine quand même, beaucoup de charisme, mais très très particulier comme personnage. Pour finir la parenthèse sur Raspoutine, hein, il va être tué, il va être assassiné, c'est comme ça qu'il va mourir. Il va pas être assassiné une fois, il va être assassiné 4 fois. Parce qu'il meurt pas. Premièrement, il va être invité à un souper là, entre gentilshommes. Ils vont l'empoisonner une première fois. Ils vont lui tirer des coups de fusil, même dans la tête, si je me souviens bien de ce que j'ai lu. Ils vont le poignarder. Et malgré tout ça, hein, généralement, on est tous morts après ça. Malgré tout ça, il est encore vivant. Et ils vont donc le jeter dans la rivière qui passe au centre de Saint-Pétersbourg et on va retrouver son cadavre quelques jours plus tard sur les berges et l'autopsie dit qu'officiellement il est mort noyé. Donc quand même tough le monsieur. C'est peut-être ses pouvoirs de mystique pour vrai, je ne sais pas. Mais c'est vraiment une figure sombre. Vous avez le dessin animé d'ailleurs, hein, Anastasia de Disney, où on a un Rasputin magicien qui fait des mauvais sorts et tout ça. C'est un personnage qui a vraiment marqué les esprits. Ça peut être intéressant si vous vous intéressez à ce genre de personnage. Donc, ça va pas bien en Russie en 1917. On a une première révolte en février. C'est une révolte qui est vraiment dans une optique vraiment démocratique. On va avoir un gouvernement provisoire dirigé par Nikolai Kerensky, Nicolas en français, Nicolas Kerensky, qui c'est vraiment un ministère qui est élu par un suffrage universel où on veut vraiment une république. C'est tout simplement ça. D'ailleurs, ils se réclament de la Révolution française. Ils veulent instaurer une politique démocratique avec l'ensemble des différents partis qui sont représentés au suffrage universel. Donc, on a en février, une première révolution qui se veut purement
démocratiques à l'intérieur du pays, mais on a aussi des forces beaucoup plus violentes à l'extrême gauche. Donc le petit chauve sur son estrade, il s'appelle Lénine, Vladimir Ilitch, surnommé Lénine, son nom de combat, son nom de bolchevique, parce que c'est des gens qui étaient poursuivis par la police du tsar, l'Okrana. C'est des gens il a vécu au-dessus de 10 ans en clandestinité, en exil dans les pays d'Europe. Donc il s'est donné des surnoms. Lui, c'était Lénine, Trotsky, Staline. C'est tous des noms qu'on va revoir dans le cours ici et le cours prochain. Donc on a Lénine qui, lui, promouvoit vraiment une version beaucoup plus radicale. Donc, malgré la révolution contre le tsar va abdiquer en février, il va y avoir le gouvernement de Nikolaï Kerensky, on a Lénine qui va continuer à pousser la population et les militaires à abandonner la guerre. Il a un slogan très simple mais très efficace. Il va tout simplement dire du pain et je l'ai manqué, la paix et du pain. Et il va rajouter par la suite de la terre parce qu'il veut redistribuer la terre. Le but, c'est de gagner les paysans à sa cause. Mais la volonté de base, du pain et la paix, c'est ce que la population en Russie n'a pas à ce moment-là. Donc, il va finir par organiser les bolcheviks. Les bolcheviks, c'est tout simplement le nom de son parti politique. Ils se disent communistes, mais c'est pas des communistes, c'est une dictature qu'ils vont mettre en place. Le communisme, c'est supposé être le bien de tous et dirigé par tout le monde. On est très loin de ça. Mais Lénine va réussir, en fait. Pourquoi? Parce qu'il contrôle une bonne partie de militaires et de gens armés qu'il a formés. Contrairement à l'armée tsariste qui était mal formée, les bolcheviks vont former des bataillons de milices, des bataillons d'ouvriers dans les villes qui vont vraiment former de façon militaire et c'est ce qui va leur permettre de prendre le pouvoir. Les militaires d'ailleurs qui vont les soutenir le plus, ce sont les militaires de la forteresse de Kronstadt. Kronstadt, donc vous le voyez, c'est la petite île où il y a une étoile rouge, juste en face de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est la capitale du pays. C'est vraiment le chef-lieu de la politique. Et les militaires de Kronstadt vont débarquer en plus des gardes rouges qui sont des ouvriers bolcheviques eux autres aussi. Et ils vont décider de faire une deuxième révolution en octobre, tout simplement de faire un coup d'État, on va se le dire. Un coup d'État, c'est quoi? Ce sont des hommes militaires qui prennent le pouvoir par la force. C'est exactement ça qui va se passer. Sous la direction de Trotsky, on a, là je vous présente le jeune Trotsky, je vous présenterai le vieux Trotsky la semaine prochaine. Le jeune Trotsky, qui à ce moment-là est plus si jeune que sur la photo là, ça c'est d'ailleurs la photo quand il est arrêté par l'Okrana, la police du tsar, avant d'être envoyé en prison dans ses jeunes années. Lui aussi va vivre en exil pendant près de 10 ans. Trotsky va organiser le soulèvement militaire. Je vous fais d'ailleurs une petite parenthèse. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est un prof à l'université qui m'avait dit ça. Mais ensuite, c'est les anecdotes comme ça peut être aussi des utilités pour certains historiens ou pour certaines personnes qui veulent passer un message de le faire. Je ne sais pas si c'est vrai, j'étais pas là. L'anecdote est quand même drôle. C'est majoritairement Trotsky qui a organisé le coup d'État d'octobre. Pourquoi? Parce que Lénine il était recherché par le gouvernement de Nikolaï Kerensky. D'ailleurs, Lénine s'est enfui en se travestissant. Il s'est mis une perruque, il s'est déguisé en femme. Il paraît que c'est Staline lui-même qui l'aurait maquillé avec du rouge à lèvres et ainsi de suite pour qu'il puisse fuir le pays sans se faire prendre par la police. Mais quand Lénine est revenu et qu'ils ont fait le coup d'État, c'est Trotsky qui a organisé la force militaire. Et pendant que les militaires donc s'en allaient pour prendre le palais d'hiver. Le palais d'hiver, c'est là où le gouvernement de Nikolaï Kerensky était. Il paraît, et ça c'est l'anecdote, que Trotsky et Lénine sont dans un appartement camouflé parce que si ça réussit pas, ils vont être deux hommes très recherchés par la police. Pendant que ça se passe, cette bataille-là, Trotsky va un petit peu sur les lieux et il revient informer Lénine. Et Lénine lui aurait dit je suis pas capable de dormir. C'est quand même l'aboutissement de toute leur carrière politique. Eux autres, ils travaillent depuis des années à cette révolution-là. Et il aurait demandé à Trotsky, il aurait dit pour m'aider à m'endormir,
pourrais-tu me raconter comment tu as organisé notre force armée, notre force militaire? Et là, Trotsky lui aurait expliqué comment il s'est équipé en fusil, comment il a formé les soldats militaires, et ça aurait permis à Lénine de s'endormir quelques heures avant de découvrir que donc cette fameuse prise du palais d'hiver était effectivement une réussite et que les bolcheviks donc sont au pouvoir. Évidemment, Lénine n'a pas dormi longtemps. Il fallait qu'il aille prendre possession du pouvoir et l'affirmer. Pourquoi? Ben, vous voyez déjà avec cette première affiche de propagande soviétique-là, eh bien, on a, avec la révolte d'octobre, le prolétaire, hein, le personnage avec l'habit rouge. Rappelez-vous le drapeau rouge avec la Commune de Paris et tout ça. Hein. On a le prolétaire, le travailleur qui a mis à terre le gros bourgeois. Évidemment, c'est des caricatures, hein, donc c'est vraiment pour illustrer au peuple le propos. Je vous explique pas ce qui est marqué en cyrillique, ça sert à rien. Mais ce qui est illustré sur la deuxième partie de la fiche de propagande, c'est que oui, on a réussi la bataille d'octobre, mais les bourgeois sont encore dans le pays et les bourgeois sont une menace. On appelle ça la menace blanche. Les bolcheviks, ce sont les rouges. Les tsaristes, ce sont les blancs. On a peur que donc des pro-tsaristes reviennent attaquer les bolcheviks et viennent remettre le tsar sur le pouvoir. Donc on est menacé, hein, que le prolétariat se fasse écraser par les gros bourgeois. Ça va mener les bolcheviks à créer la Tchéka. La Tchéka, vous avez peut-être entendu ça dans des vieux films des années 90 sous le nom de KGB. KGB, c'est tout simplement la police secrète bolchevique, la communiste, qu'on dit pour les pays, quand on parle d'eux autres, dans les pays occidentaux, on dit la police communiste. C'est une police politique, tout simplement. La Tchéka va être créée dès le début. C'est quoi le but de la Tchéka? C'est d'arrêter les ennemis du régime bolchevique, tout simplement. Emprisonnement, torture. Ils vont envoyer les opposants au goulag, les travaux forcés, donc mise à mort aussi arbitraire. Hein. Donc énormément de violence parce qu'on est en guerre civile à ce moment-là. On a les rouges, les bolcheviks, qui ont le soutien d'une partie de la population, pas tout le monde, et on a en face les blancs, les pro-tsaristes, qui ont aussi un soutien d'une certaine partie de la population qui se battent les uns contre les autres, et c'est donc une guerre civile à l'intérieur du même pays. Les bolcheviks ont mis fin à la Deuxième Guerre mondiale avec le traité de Brest-Litovsk, mais ils sont encore en guerre à l'intérieur de leur propre pays. Donc ils vont créer la Tchéka pour les aider dans leurs manœuvres. Ils vont faire aussi quelques réformes vraiment importantes. Là, je fais un stéréotype parce que le féminisme intéresse plus les femmes. C'est pas forcément vrai. J'ai fait des études féministes aussi à l'université. Chacun ses intérêts dans la vie. Mais je fais le stéréotype aussi. Mesdames, si le féminisme vous intéresse et que vous voulez un personnage fort qu'on ne connaît pas beaucoup dans nos sociétés à nous, Madame Kollontai, j'ai perdu son petit nom, évidemment parce qu'il fallait que je vous le dise, mais Madame Kollontai donc va être la première ministre de la condition féministe du monde. Les Russes, les bolcheviks, c'est pas les Russes, c'est les bolcheviks, vont créer un gouvernement avec Luna Chatsky, par exemple, pour l'éducation, Trotsky, Lénine, Staline, tout ça, mais on va avoir pour la condition féministe Madame Kollontai qui vraiment, Ekaterina Kollontai, je l'ai eu, Catherine en français, donc va vraiment faire des réformes, le droit de divorce, le droit à l'avortement va être légalisé par Kollontai, donc vraiment des réformes très intéressantes et très 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 en avance sur son temps. On est en 1917 en Russie, au Québec, les femmes ont eu le droit de vote au courant des années 40, si je me souviens bien, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment très 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 révolutionnaire pour l'époque, à tout de moins. Donc quelques avancées sociales comme ça, mais on a toujours cette menace blanche, cette menace qui émane donc du tsar Nicolas II que vous voyez au centre, avec sa famille, donc en haut à droite, hein, avec son pas de sourire du tout et son petit diadème, c'est la tsarina, sa femme. Vous avez les 4 filles et son fils qui est donc le fameux hémophile. Le tsar et sa famille, évidemment, sont une menace pour les bolcheviks parce qu'ils sont un symbole. Hein, les blancs peuvent se rallier autour du tsar. Donc les bolcheviks vont les envoyer se faire perdre littéralement en campagne. Ils vont les enfermer dans une maison sous haute surveillance et vous le voyez, donc ils vont finir
par les exécutés. C'est un ordre de Lénine, là on le sait, qui a été signé. Ils ont tenté de faire ça subtilement et de dissimuler l'information, mais on sait que l'ordre émane de Lénine. Un petit peu morbide, mais je vous le raconte quand même. C'est assez sale. Dans la maison donc où ils étaient en garde à vue, ils ne pouvaient pas sortir évidemment, sous haute surveillance de la Tchéka. Au beau milieu de la nuit, on est venu les réveiller en panique en leur disant il faut quitter, on vous déporte dans une autre maison. On va les emmener au sous-sol dans une pièce en leur disant on va attendre la calèche, parce qu'en Russie on est encore avec les calèches à ce moment-là. D'ailleurs dans le reste de l'Europe aussi majoritairement. Pour le commun des mortels. Et on va les enfermer dans une pièce et on va les policiers vont ouvrir un parchemin et vont leur dire donc vous avez été reconnu de haute trahison envers le peuple russe, vous êtes déclaré punition maximale, mise à mort, tout simplement. Et ils vont tirer sur la famille au complet réunie. Ça inclut le tuteur des enfants, ça inclut les nounous. Il y a une quinzaine, vingtaine de personnes, si je me souviens bien, dans la pièce qui vont être tirées à bout portant. Là, il y a des débats actuellement parce qu'on a retrouvé des ossements qui, d'après les tests ADN avec les membres de la famille impériale de génération en génération, on est capable de faire le rapprochement. On aurait peut-être trouvé les restes de certains membres de la famille impériale qui étaient présents à ce massacre-là. Mais les bolcheviks vont disposer des cadavres, je m'excuse du terme, mais de façon totalement anonyme. Ils diront pas où est-ce qu'ils les ont, parce qu'ils veulent pas que les Blancs aillent chercher ça comme symbole, justement. Donc, ils vont pas dire où est-ce qu'ils les ont enterrés. Et jusqu'à ce jour, théoriquement, on a perdu donc la trace du tsar Nicolas et de toute sa famille. Là, il y a la rumeur que justement une de ses filles, Anastasia, d'où le dessin animé Anastasia, se serait évadée, aurait été cachée en arrière de sa mère, aurait évité les balles, elle aurait juste été blessée, elle aurait survécu, elle se serait sauvée. Évidemment, en tout cas, pour les historiens, c'est une légende. C'était une légende qui a été transmise pour garder l'espoir du retour de la famille impériale, mais de ce qu'on en sait, tous les membres, malheureusement, sont morts dans cette fusillade-là. La victoire n'est pas totale encore, cependant les bolcheviks ont vraiment un avantage, donc vous le voyez, toute la partie du centre qui est en rouge est sous la domination des bolcheviks. Ça va de Saint-Pétersbourg jusqu'à Moscou et ça descend, donc vous le voyez, jusqu'à la mer Caspienne avec Astrakhan. Pourquoi c'est important que les bolcheviks ont ce territoire-là sous contrôle? C'est que c'est le centre industriel du pays. C'est-à-dire que toutes les usines de fabrication d'armes, je vous rappelle qu'on était on était en pleine Première Guerre mondiale, donc les usines fabriquaient des armes déjà, tout ça, ça avait déjà été modifié. Donc toutes les usines sont sous le contrôle bolchevique. Et c'est vraiment ça qui va faire une différence dans cette guerre contre les Blancs, c'est-à-dire que les bolcheviks vont continuer et vont augmenter leur production d'armes et de ressources militaires, tandis que les Blancs, qui sont plus aux extrémités de chaque bord, vont petit à petit manquer de ressources, même si les Français, les Anglais, les Américains vont leur donner certaines ressources matérielles, parce qu'ils ne veulent pas les bolcheviks, c'est contre le capitalisme, le bolchevisme, donc ils ne veulent pas un gouvernement comme ça en Russie, et aussi parce qu'ils sont sortis de la guerre, fait que ça fait moins d'alliés dans la guerre contre l'Allemagne. Donc ils vont être soutenus un petit peu les Blancs, mais au final, les bolcheviks vont remporter une victoire dans l'ensemble du pays. Et ils vont installer donc un gouvernement. Ils se disent communistes. Je vous l'ai dit, ce ne sont pas vraiment des communistes, excusez-moi. Mais ça va vraiment être un changement important sur la scène politique. Pourquoi? Parce que ça offre une alternative pour les peuples européens. Ça montre une autre voie. C'est ce qui va d'ailleurs créer beaucoup de troubles en Allemagne dans l'entre-deux-guerres. On va voir ça la semaine prochaine. Et ça va aussi, cette prise de possession-là, cette prise de pouvoir-là par les bolcheviks va aussi avoir des répercussions à l'intérieur du pays parce que dans une guerre civile, je m'excuse encore une fois du macabre, mais c'est la réalité. Vous pouvez vous dire qu'ils dorment. Il va y avoir des répercussions atroces sur la population. C'est-à-dire que on a des témoignages de gens qui vivaient dans des villages et qui disent le matin, les rouges, les bolcheviks, rentrent dans le village, ils massacrent les blancs, les pro-tsaristes.
Vers midi, en après-midi, il y a une contre-attaque. Les Blancs massacrent les Rouges qui étaient sur place. Et le soir, les Bolcheviks reviennent. Donc au final, il n'y a quasiment plus personne de vivant dans le village parce que les paysans ordinaires qui sont sur place et qui ont survécu sont accusés de collaboration. Fait que là, ils les tuent parce qu'ils ont collaboré avec l'autre côté. Donc c'est vraiment une hécatombe vraiment très, 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 très mortelle. Je vous ai donné des chiffres pour la Première Guerre mondiale. Je ne vous en donne pas ici pour la révolution bolchevique. Mais il y a énormément de morts aussi de ce côté-là. Donc, un moment mouvementé, hein, mais un moment important pour l'histoire russe. Et ça finit donc avec une victoire bolchevique. Et là, vous le voyez à droite, hein, les bolcheviks vont construire une nouvelle société. On sort les bourgeois à coups de pied dans le cul, c'est ça qui est illustré à droite. Mais on sort aussi, vous le voyez, la religion. Hein, c'est un prêtre orthodoxe qui est représenté à droite complètement. On sort la religion du pays aussi. Et là, on est sous la domination de Lénine et par la suite de Staline. Staline qui va être très important pour notre Deuxième Guerre mondiale et l'entre-deux-guerres aussi, je vais vous en parler un petit peu plus. Mais donc, tout un chamboulement de ce côté-là également. Donc, je suis à la fin de... Oui, c'est bien ça, je vérifie. Je suis à la fin de ma présentation. Encore une fois, ça fait beaucoup d'infos, je sais. J'espère que ça vous convient en faisant des pauses fréquentes. Encore une fois, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je vous rappelle une dernière fois que pour l'examen, je vous redonnerai des nouvelles la semaine prochaine parce que je ne veux pas vous bombarder, sinon ça fait beaucoup d'infos à travers tous vos cours en plus. Je vous souhaite une bonne semaine et bye. Salut.